Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielle Aucarré, moi c'est Gabrielle Catafort. Et moi Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie à l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous laisser Gabrielle nous présenter l'épisode. Yes, donc aujourd'hui, on reçoit Frédéric Gagnon, qui est docteur en optométrie et il est aussi chargé de cours à la faculté d'optométrie de l'Université de Montréal. Donc avec lui, on a fait vraiment un bon survol de tout ce qui peut toucher l'œil. On a parlé de sécheresse oculaire, on a parlé de conjonctivite, des différents types de conjonctivite, parce que des fois, ça peut être super mélangeant, puis on peut penser qu'on a un type de conjonctivite alors que c'est un autre ou c'est un autre problème de santé. Fait qu'on a parlé aussi de verres de contact, de l'entretien des verres de contact, tout ce qui tourne autour de ça. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Hémorragie aussi, qu'on peut avoir dans l'œil, qui est comme un petit bleu qu'on peut avoir dans l'œil. Donc vraiment plein de sujets autour de l'œil qu'on peut avoir dans notre quotidien puis qu'on se pose des questions. Donc très intéressant cet épisode-là. Oui, encore une fois, on a appris beaucoup de choses. Puis moi, j'ai vraiment particulièrement aimé tourner cet épisode avec Frédéric. Donc, je vous souhaite d'avoir une bonne écoute puis d'en apprendre davantage. Puis ensemble, on va aussi démystifier le polysporin, le fameux polysporin. Fait que si vous voulez savoir la réponse, écoutez le balado. Juste avant de commencer l'épisode, on va aller remercier nos commanditaires. Nous tenons à remercier notre commanditaire PR.com, qui est mieux connu sous le nom de pharmacienremplaçant.com. PR.com, c'est une équipe de pharmaciens remplaçants qui se concentre sur l'aspect humain et personnalisé du remplacement en pharmacie, afin de rendre l'expérience de remplacement de la pharmacie qui est de façon simple et agréable. L'équipe est encadrée par des pharmaciens remplaçants d'expérience qui adorent partager leur passion et leur expérience dans plusieurs sphères de la pharmacie au Québec. Donc, si jamais vous êtes pharmacien ou si vous connaissez ou êtes un propriétaire qui a des besoins en remplacement en pharmacie, faites confiance au service de pharmacienremplaçant.com. On tient aussi à remercier notre deuxième commanditaire qui est Question pour un pro. Question pour un pro, c'est quoi? C'est un site web qui permet la mise en relation entre un patient puis un professionnel de la santé. Donc, en gros, le patient peut poser une question en allant sur le site web. Puis cette question-là, elle est automatiquement dirigée vers le bon professionnel à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du bon professionnel, ça peut être, oui, un pharmacien, mais ça peut être un physiothérapeute, ça peut être une infirmière ou autre professionnel de la santé, vraiment selon ce que la question du patient puis qu'est-ce que le patient a besoin. Donc, c'est super le fun. Puis, à l'inverse aussi, si on veut pas poser une question, mais qu'on se questionne sur un de nos problèmes de santé, mais à la place d'aller sur Google, taper notre problème de santé, bien, directement sur la plateforme, on peut aller rechercher dans les anciennes questions. Fait que voir qu'est-ce que les pharmaciens ont répondu ou voir qu'est-ce que les autres professionnels ont répondu. Donc, c'est super intéressant. Puis, quant aux professionnels, qu'ils soient un pharmacien, physio ou infirmière, bien, il y a maintenant accès à un plus grand bassin de patients qui nécessitent des soins directement liés à leur profession. Donc, en gros, rendez-vous sur questionpourunpro.com. Premièrement, c'est gratuit, c'est aussi confidentiel et hyper facile d'accès. On aimerait aussi remercier Léa Solutions, propulsée par Nora Pharma, une entreprise pharmaceutique générique. Léa Solutions, c'est une jeune compagnie spécialisée dans le domaine des services professionnels en pharmacie. Leurs services sont non seulement menés par une équipe de jeunes femmes proactives, mais ils sont personnalisés et adaptés exclusivement pour les pharmacies en milieu communautaire à travers le Québec. La mission ultime de Léa Solutions est de soutenir les pharmaciens propriétaires dans la gestion de leur pharmacie. Ils sont à l'écoute de leurs clients et ils ont su créer un portfolio de services qui font l'unanimité. Ils font du recrutement de personnel en pharmacie, la formation personnalisée pour le personnel de laboratoire, la gestion des réseaux sociaux et encore plus. De plus, étant consciente de l'importance de la relève, ils ont également conçu des services qui s'adressent aux étudiants en pharmacie, tels que Léa Recrute et le Cercle des futurs associés, qui est une organisation pour les étudiants en pharmacie qui souhaitent se lancer en affaires. Donc, si jamais Léa Solutions vous intéresse, rendez-vous sur leur site internet leasolutions.ca, solution avec un S, pour en savoir davantage et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureuse de recevoir un optométriste sur le podcast. Donc, pouvez-vous vous présenter, vous dites qui vous êtes et votre parcours, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je suis Frédéric Gagnon, je suis optométriste. J'ai gradué en 2002 de l'école d'optométrie, puis j'ai commencé en optométrie en 2002, j'ai gradué en 2007. Puis c'est ça, j'ai poursuivi mon parcours avec une résidence en dentier cornéenne où est-ce que j'ai passé une année complète, dans le fond, à voir des patients en verre de contact à la clinique universitaire de la vision à l'école d'optométrie. Puis on a été exposé vraiment beaucoup à des cas d'œil rouge, puis c'était une des résidences dans le temps qui avait beaucoup d'exposition à la santé oculaire. Donc, c'est ça qui m'avait intéressé pour commencer cette résidence-là dans le temps. Puis, je me suis développé une passion aussi pour les verres de contact. Puis, c'est ça, j'enseigne en verres de contact en dentier cornéenne à l'école d'optométrie les lundis dans la clinique universitaire de la vision. Je suis devenu un chargé clinique, puis chargé de cours. J'enseigne quelques cours dans le cours de verres de contact, puis un cours justement à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Depuis que votre programme est rendu PharmD de 5 ans, on m'a approché pour vous enseigner le cours de 2 heures dans le fond sur les yeux rouges, les verres de contact, les larmes artificielles. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur votre parcours d'ailleurs. Exactement. On avait trouvé votre cours bien dynamique. C'est pour ça qu'on s'était dit merci beaucoup pour pourquoi pas l'inviter à notre podcast pour parler d'optométrie. Je pense que c'est très important. Puis c'est tellement un sujet, quand on est en pharmacie, quand on travaille, on a tellement de questions. Je sais pas pour toi, Gab, aussi sûrement, là, mais comme ça revient souvent, au moins, je sais pas combien de fois par jour, on doit avoir un conseil sur des problèmes oculaires. Ça arrive fréquemment. Fait que, on trouvait ça tellement important de le vulgariser avec le bon professionnel de la santé pour ce sujet-là. Fait que merci d'accepter de nous partager vos connaissances. Peut-être juste un peu aussi sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'optométrie comme métier? Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par mon optométriste quand j'allais faire mon examen. Comme la plupart des gens, ils disent souvent c'est beaucoup plus le fun que d'aller chez le médecin ou chez le dentiste. Puis c'est ça, quand je me suis retrouvé à commencer en optométrie, j'avais beaucoup... C'est un peu comme le parallèle entre les optométristes et les pharmaciens. Il y en a plusieurs. Souvent, les gens vous perçoivent comme des compteurs de pilules, en fait, mais c'est pas du tout le cas. Vous êtes vraiment les professionnels de la santé. Puis c'est un peu la même chose aussi en optométrie. Les gens nous voient souvent comme qu'on fait juste des lunettes, dans le fond, puis les verres de contact. Mais quand je suis rentré en optométrie en 2002, on a reçu le droit de... 2002 ou 2003, on a reçu le droit de prescrire des gouttes. Puis la profession s'est beaucoup changé depuis ce temps-là. Donc, j'ai découvert que c'est une profession vraiment qui était axée sur la santé oculaire. Donc, ça a dépassé mes attentes. Puis, je suis vraiment content justement de travailler comme professeur ou chargé de cours, dans le fond, à l'école d'optométrie aussi pour enseigner, puis passer mon savoir, puis être en contact avec des futurs pharmaciens comme vous aussi. Là. Puis avant ça, les optométristes ne pouvaient pas prescrire des gouttes? Oui, depuis 2002-2003, on a le droit de prescrire des gouttes oculaires, puis depuis quelques années, on a le droit de prescrire certains médicaments par la bouche, des PERA, ce qu'on appelle. Donc, pour des conditions comme la rosacée oculaire, des antibiotiques par la bouche, on peut prescrire des antiviraux comme pour le zona dans l'œil, l'herpès. On peut prescrire maintenant aussi des gouttes pour le glaucome en première intention, là, dans le fond, pour initier le traitement. Mais tout ce qui est gouttes oculaires, ou presque, on peut les prescrire comme optométriste. OK. Je savais pas que c'était un droit que c'est quand même récent, là, que vous avez acquis ce droit-là de prescrire les gouttes. Je pensais pas que ça... Au Québec, l'optométrie, c'est une tradition qui est très nord-américaine. Aux États-Unis, ça vient beaucoup des États-Unis, puis ils sont quelques années en avance sur nous. Puis dans le reste du Canada, dans les autres régions, est-ce qu'il y a moins d'optométristes et d'ophtalmologistes par population? Ils ont eu ce droit-là un petit peu plus tôt que nous, mais maintenant, on est rendu quand même pas mal assez uniforme au Canada. Là, Ah, OK. Bien, c'est intéressant, puis c'est tellement important que vous puissiez prescrire ce genre de choses-là, parce que vous êtes une première ligne, un peu comme nous, les pharmaciens. Tout à fait. On a la loi 41 qui a 31 qui a sorti tout récemment là, pour nous aider à prescrire plus de choses en première intention, en première ligne. Puis un peu comme vous, on est tellement accessible que c'est tellement important qu'on ait le droit de prescrire certaines choses. Ça évite une consultation médicale. Là, fait que c'est le fun de savoir que il y a une progression aussi dans la profession d'optométriste. Tout à fait. Vous parliez tantôt justement qu'il y avait beaucoup de consultations en pharmacie. La plupart de vos collègues me le disent. Là, quand ils graduent, ils se rendent compte comment il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour leurs yeux. Puis c'est ça, dans le fond, c'est aussi pour ça que je fais le cours à la faculté de pharmacie, dans le fond, pour vous aider à faire vos bons conseils dans les pharmacies communautaires quand vous recevez les patients. Puis pouvez-vous nous vulgariser un peu, qu'est-ce que votre rôle en tant qu'optométriste pour
qu'on ait une idée de qu'est-ce que ça fait un optométriste, pourquoi qu'on devrait aller consulter un optométriste? Un examen complet de la vue, en fait, oui, on regarde la prescription pour vos verres de contact puis les lunettes, mais ça comporte aussi, en gros, dans le fond, une évaluation de l'alignement des yeux, comment les deux yeux travaillent bien ensemble, puis aussi une évaluation, justement, de la santé de vos yeux. Fait qu'on est comme un peu le généraliste de l'œil. Si on fait le parallèle par rapport à un ophtalmologiste, un médecin ophtalmologiste, dans le fond, va se dédier de plus en plus maintenant vers les chirurgies ou la gestion de pathologies des yeux qui sont beaucoup plus complexes. Eux sont vraiment axés que sur la santé oculaire. Donc, nous, on est là un peu comme la première ligne. On est comme un peu, comme vous, dans le fond, vous êtes la première ligne pour certains patients dans le système de santé, mais on est un professionnel de première ligne, mais au niveau des yeux. On fait beaucoup de triage aussi là, de conditions au niveau des yeux, tout ce qui est les yeux rouges, urgences, tout ça oculaire, c'est nous, dans le fond, qu'on est comme un peu la porte d'entrée, comme une infirmière au triage un peu à l'urgence. Là. Puis pour aller voir un ophtalmo, est-ce que ça peut être référé par un optométriste ou ça va être une référence du médecin? Non, tout à fait. De plus en plus, les ophtalmologistes ont préféré avoir une référence de l'opto parce qu'on va vraiment avoir un examen qui est spécifique à l'œil. Okay. C'est rare que les médecins généralistes vont avoir, ou les urgentologues vont avoir accès à un biomicroscope, qui est l'appareil sur lequel vous appuyez votre menton, votre front, là, pour qu'il vérifie la santé de vos yeux. Souvent, c'est des loupes auxquelles ils ont accès et tout ça. Okay. Donc, on a, c'est ça, des meilleurs outils. On fait ça dans le fond tous les jours. Nous, regarder les yeux, traiter les pathologies, regarder les pathologies. Donc, ça vaut. Je recommande aux auditeurs, puis définitivement, on parle beaucoup là, d'achalandage dans les urgences dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. N'allez pas à l'urgence, allez vous retrouver à attendre 24 heures parce que la plupart des conditions au niveau des yeux, c'est pas urgent, on ne devient pas aveugle. Vous allez voir des gens rentrer qui ont des accidents, des choses comme ça qui vont passer devant vous. Puis quand vous allez voir peut-être l'urgentologue, pour se baquer, va probablement vous référer à un ophtalmologiste qui, lui, ça va prendre peut-être des jours, voire peut-être des semaines avant que vous le voyez. Donc, quand on va venir voir l'optométriste, à l'intérieur de 24-48 heures, en général, dans la plupart des bureaux, ça dépend des régions, mais on est capable de vous voir puis de déterminer qu'est-ce que vous avez au niveau de vos yeux, puis vous donner le bon diagnostic, puis le bon traitement. Donc, c'est une question d'avoir le bon professionnel au bon endroit. Tu parlais de référence à l'ophtalmologiste. Donc, c'est pas tous les ophtalmologistes qui traitent toutes les pathologies. Il y en a qui sont spécialisés dans l'écran de l'œil, la rétine. D'autres, c'est les uvites. D'autres, c'est le glaucome. Donc, tout dépendant du problème que vous allez avoir, on va être capable de vous référer à la personne la plus accessible le plus rapidement possible, qui va être, dans le fond, la bonne personne pour traiter ou évaluer votre problème si ça nécessite une chirurgie ou une prise en charge hospitalière. Puis comme service de première ligne, avez-vous des rendez-vous d'urgence un peu? T'sais, quelqu'un appelle à la clinique puis il faudrait vous juger que la personne devrait être vue ce jour même. Êtes-vous capable d'avoir des plages horaires dispo pour ça? Tout à fait. La plupart des patients, quand ils appellent à une clinique, dans le fond, les secrétaires vont répondre puis ils vont remplir des petites fiches, poser des questions, des symptômes, puis une espèce de triage qui se fait par les optométristes sur place, puis ils vont dire, je vais voir ce patient-là entre deux patients à tel endroit dans notre horaire, tout ça. Il y a certaines conditions qui sont pas urgentes puis qu'on va estimer peut-être des fois, justement, les patients peuvent être fâchés. C'est sûr que les yeux, c'est vraiment super important. C'est un des sens qui est les plus importants. Puis quand il arrive quelque chose au niveau des yeux, ça fait paniquer beaucoup les gens, puis c'est normal. Mais quand un patient appelle pour un bouton dans la paupière, un orgelet, on va en parler peut-être plus tard. Il faut comprendre, dans le fond, que des fois, je vais refuser ces patients-là parce que je ne veux pas refuser un autre patient qui va appeler peut-être plus tard parce qu'il y a peut-être un décollement de rétine qui est beaucoup plus urgent puis plus grave. Donc, il y a un certain triage qui se fait. Mais à l'intérieur de 24-48 heures, en général, on est capable de voir un patient, entre deux patients. Si c'est des mots magiques, on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment grave. On va les voir des fois même sur nos heures de dîner, nos soupers. Donc, on essaie le plus possible d'accommoder nos patients. C'est quoi les raisons pour lesquelles, en tant que patient, on a un problème à l'œil, on voit qu'il y a une rougeur, je sais pas, puis là, c'est un signe qui nous fait dire faut que j'aille voir un optométriste. Ce serait quoi les signaux d'alarme, là, disons-le comme ça? Bien, quand je vous enseigne dans le cours, j'en parle. Quand on devient très sensible à la lumière, donc on est obligé de se cacher des lumières, même à l'intérieur. On a un œil rouge accompagné avec ça. Souvent, ça peut être justement des infections ou des uvéites au niveau des yeux. C'est le genre de choses qu'on va avoir tendance à prioriser dans notre horaire, à voir le plus rapidement possible. Des pertes de vision soudaines. Si vous avez une perte de vision progressive là, qui s'échelonne sur plusieurs mois, fort probablement que c'est plus un examen complet de la vue que ça vous prend. Donc, des fois, ces patients-là, on va les convoquer, dans le fond, pour faire un examen le plus rapidement possible dans l'horaire, ce qui est disponible. Mais sinon, c'est ça, j'ai parlé tantôt de décollement de rétine. Quand un patient voit des flashs de lumière dans seulement un œil là, qui ne bouge pas, ou il y a plein de corps flottants qui apparaissent subitement dans un œil, où il y a une baisse de vision comme un voile ou un rideau qui tombe sur un œil, mais à ce moment-là, ça peut être des signes, justement, qu'il y a un trou, une déchirure ou une traction au niveau de l'écran de l'œil, la rétine, puis ça peut mettre ces patients-là à risque de décollement
décollement de rétine. Donc, on veut l'attraper le plus rapidement possible. Si on voit qu'il y a une blessure, on va référer à un rétinologue, un spécialiste de l'écran de l'œil qui va pouvoir réparer ça avec du laser ou faire une chirurgie si c'est plus avancé, qui est plus grave. OK. Fait que ça, c'est l'optométriste plus que l'urgence pour qu'il y ait justement un examen de la vue. Là. Tout à fait, exactement. Bien, si on a un patient qui a une condition qui est grave puis qui a un potentiel de dégénérer plus rapidement, si ça prend jusqu'à une semaine avant de voir un ophtalmologiste en hôpital ou même en clinique privée, il y a des délais de traitement puis ça peut empirer la situation. Tandis que si vous venez nous voir, des fois, nous, dans notre papier de référence ou en appelant directement un ophtalmologiste de garde ou la clinique privée du coin, si on donne les mots magiques, les patients vont être vus un petit peu plus rapidement à ce moment-là. Okay. Selon la condition. Puis tout ça. Mais il y a un triage aussi au sein des cliniques d'ophtalmologie, bien sûr. Okay. Puis ça, on parle plus d'un suivi comme annuel. Par exemple, on va voir le médecin, on essaie d'aller une fois par année pour nos conditions de santé. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle pour les yeux? Est-ce qu'on devrait annuellement aller voir un optométriste pour vérifier la santé oculaire? Tout à fait. C'est comme aller chez le dentiste, c'est important. Chez les adultes de 18 ans à 64 ans, on recommande un examen de la vue aux 2 ans. Okay. Un examen annuel est recommandé pour les gens qui ont 65 ans et plus. C'est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, l'examen de base. Il y a certains tests accessoires qui vont avoir des frais aussi. Chez les moins de 18 ans, l'examen est aussi couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec chez les enfants. Puis parce qu'ils grandissent une fois par année, ils grandissent rapidement, leur prescription peut changer plus vite. Puis on veut s'assurer d'intervenir s'ils ont besoin d'aide visuelle pour leur apprentissage, puis l'école, puis tout ça. Les patients qui portent des verres de contact, on recommande une fois par année. Les diabétiques aussi, parce que le diabète peut avoir un impact par rapport aux yeux, peut avoir des saignements dans le fond de l'œil, puis quand c'est pas bien contrôlé, ça a un impact sur la prescription des patients aussi. Mais c'est intéressant quand même que l'examen de base soit couvert un peu pour tout le monde. C'est les en haut de 65 ans, 65 ans et plus, et les moins de 18 ans, effectivement. Les moins de 18 ans, c'est ça que je me demandais, parce que chez le dentiste, c'est vraiment aucunement couvert, là, je pense, ou dans les mêmes conditions. En bas de 18 ans, il me semble que c'est... Il y a certains gens comme sur l'aide sociale, tout ça, qui sont couverts, là, mais oui, effectivement, c'est un débat justement de société là, qui est assez d'actualité, là, mais peut-être que dans les prochaines années, effectivement, ça aussi, comme dans le fond, service de santé de base, les dents, ce serait important que ce soit couvert aussi. Mais pour les 18 à 65 ans, c'est pas couvert par le régime d'assurance maladie du Québec. Non, exact, à part ceux qui sont sur l'aide sociale. Ouais. OK. Puis pour les assurances privées, ça doit dépendre de chaque assurance. Effectivement, oui. Mais la plupart des gens, ce sont à peu près un 250 $ aux 2 ans là, qui va couvrir soit leur correction et ou l'examen. Donc, c'est aux patients de vérifier avec son assurance que c'est couvert. Puis mais même à ça, même si c'est pas couvert par leur assurance ou qu'ils ont tout dépensé le montant, là, c'est vraiment important de faire un examen de la vue aux 2 ans, justement, pour vérifier la santé de l'œil, même si ça va bien avec les lunettes. Puis tout est correct. Y a-t-il une raison de, comme on a dit, oui, l'école, tout ça, mais tu sais, mettons, à moins de 18 ans, c'est parce qu'il y a plus de risques d'avoir des problèmes oculaires dans cette tranche d'âge-là, puis ça risque de stabiliser entre 18 et 65, ou ça a pas rapport? Ouais, en fait, c'est ça. Pourquoi un examen de la vue, c'est important de le faire chez les enfants le plus tôt possible. Après 14 ans, le cortex visuel est pas mal figé. On n'a plus beaucoup de possibilités d'intervention, donc on veut attraper les patients le plus tôt possible pour intervenir s'ils ont vraiment besoin d'une correction de vision. Donc, le premier dépistage chez un enfant, au moins à 3 à 4 ans, c'est sûr. On fait un premier dépistage à cet âge-là. Puis après ça, à 5-6 ans, on les voit systématiquement chaque année. Même qu'on peut faire un dépistage chez des enfants de 6 mois même aussi, pour dépister des problèmes au niveau des yeux, d'alignement des yeux, des strabismes, des choses comme ça. Donc, c'est important d'intervenir rapidement à cause de ça. Puis vu que leur vision change plus rapidement, il y a beaucoup plus de myopie aussi, une épidémie de ça. La vision de ces enfants-là change plus rapidement, donc il faut les voir plus souvent, plus rapidement aussi, des fois même aux 6 mois, quand ça change rapidement leur prescription. Puis pour les 65 ans et plus, c'est des patients qui sont plus à risque d'avoir du glaucome, de la dégénérescence maculaire, puis aussi des cataractes. Donc, c'est pour ça que l'examen de la vue est remboursé par la RAMQ, parce qu'on veut que les patients soient vus le plus rigoureusement possible, dans le fond, pour attraper ces problèmes-là qui peuvent avoir un impact sur la santé des yeux ou leur qualité de vie. OK. Puis, c'est-tu la myopie qui est le plus fréquemment rencontré chez les enfants, ou y a-t-il une maladie en particulier? Je ne sais pas si on peut qualifier de maladie de l'œil, d'une myopie, mais c'est quoi qui est le plus fréquent ou qu'est-ce qu'on essaie de prévenir, par exemple? Chez les jeunes enfants, l'hypermétropie, on veut la dépister le plus tôt possible pour justement qu'il n'y ait pas d'amblyopie ou de strabisme, un croche qui dévie vers l'intérieur, vers l'extérieur, parce que les yeux forcent trop, tout ça. Ça peut avoir un impact sur la performance scolaire chez ces enfants-là, l'attention, tout ça, là, parce que s'ils ne voient pas bien les choses au tableau, ça peut être difficile pour eux
l'école. Donc, c'est important de voir les patients le plus rapidement possible et de le corriger quand c'est à un niveau qui est quand même assez élevé. L'hypermétropie, c'est l'inverse de la myopie. La myopie, moi, si je n'avais pas mes verres de contact, je ne serais même pas capable de voir de l'autre côté de la table. Moi, c'est un must, je suis obligé de mettre mes lunettes dans le fond pour voir les choses qui sont loin de moi. L'hypermétropie, c'est aussi un problème de vision de loin, mais moi, ma prescription, c'est moins quelque chose. C'est ça que j'explique à mes patients. Puis les hypermétropes, c'est plus quelque chose. C'est l'inverse de la myopie. Qu'est-ce que les hypermétropes font? Ils essaient de forcer avec la lentille à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin pour le compenser. Mais c'est cette lentille-là aussi qu'on utilise pour lire ou pour regarder un écran d'ordinateur comme ça. Donc, si on a à faire un effort supplémentaire pour voir les choses qui sont loin de nous, il faut qu'on fasse un effort encore plus supplémentaire pour lire des choses, regarder des écrans d'ordinateur. Puis quand c'est très élevé, justement, quand c'est élevé, ça va créer de l'inconfort, les maux de tête, besoin de cligner souvent les yeux pour mettre les choses à focus. C'est ça, c'est pas une prescription qui va nécessairement rendre les choses floues toujours, mais ça va rendre la vision inconfortable. Puis c'est pour ça qu'il faut intervenir puis prescrire des lunettes dans ces situations-là. OK. Puis justement, quand vous parlez de myopie, hypermétropie, c'est ça, c'est vous qui êtes habilité à savoir la force qu'il y a dans les lunettes, dans les verres de contact. Ça, c'est par les examens que vous allez faire que vous êtes capable de déterminer là, c'est quoi le besoin de l'œil, comme pour pallier avec un verre, une lentille ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est tout vous qui va déterminer ça. Tout à fait, oui. C'est ça, la majorité de ma pratique. J'ai parlé tantôt de mon parcours. J'ai mentionné que j'enseignais comme chargé de cours à l'Université de Montréal. Je suis là les lundis seulement à la clinique universitaire de la vision, mais la majorité de ma pratique, je le fais en bureau privé. Je fais des examens généraux, dans le fond, puis aussi, je vois quelques patients dans leur contact aussi là-bas. D'ailleurs, je salue la clinique Opto-Réseau à Terrebonne, mes collègues que j'aime beaucoup, puis c'est là que je travaille. Puis c'est ça, dans le fond, nous, on fait un examen de la vue, puis on va évaluer, dans le fond, qu'est-ce qui est la prescription en lunettes ou en verre de contact que le patient a besoin, puis prescrire ça, dans le fond. Ouais. OK. Est-ce que c'est vrai que les écrans... c'est comme, on est tellement dans un monde numérique là, que tous les écrans, ça accélère la myopie ou les problèmes de vision de loin. Les écrans ont vraiment beaucoup de mauvaise presse présentement. S'il y a une chose qui est prouvée hors de tout doute, c'est sûr que ça a un impact sur les patrons de sommeil. Donc, si je ne me trompe pas, c'est de 30 minutes à 1 heure avant d'aller se coucher qu'on devrait ne plus utiliser notre téléphone cellulaire ou un écran rétro-illuminé parce que ça a un impact sur les patrons de sommeil. Maintenant, pour ce qui est de la myopie, c'est un peu controversé, mais l'hypothèse qu'on formule puis qu'on suspecte très fortement, c'est qu'on pense que le haut contraste des écrans pourrait être un stimulus pour que l'œil pousse plus rapidement ou la prédominance de la lumière bleue de cette longueur d'onde dans les écrans rétro-illuminés qui aurait peut-être un impact sur l'élongation de l'œil plus rapide qui d'avoir plus de myopie. Donc, on recommande aux parents de suivre les standards que les pédiatres suggèrent au niveau des écrans chez les enfants, entre autres pour éviter peut-être ces problèmes-là chez les enfants. C'est pas tant par rapport aux yeux, j'en parle souvent à mes patients puis leurs parents, dans le fond, que c'est aussi par rapport au tour de parole, apprendre à interagir, à ne pas être isolé aussi dans les écrans. Là, voilà. C'est surtout pour ça que les pédopsychiatres ont développé ces standards-là. Qu'est-ce que vous pensez des lunettes qui ont un filtre de lumière bleue, mettons pour les adultes là, qui travaillent longtemps devant un écran? Les filtres de la lumière bleue n'ont pas vraiment un impact qui est thérapeutique. C'est plus, dans le fond, pour un confort visuel. La sensibilité à la lumière va vraiment varier énormément d'une personne à l'autre. Puis il y en a qui travaillent longtemps sur un écran, vont avoir beaucoup de problèmes d'inconfort à cause de ça. Ils sont sensibles à la lumière. Des fois, ils vont même larmoyer des yeux. Des fois, ça peut être de la sécheresse aussi. Mais le syndrome, le Computer Vision Syndrome qu'on appelle, ou le syndrome de l'ordinateur, dans le fond, c'est un problème mixte de sécheresse oculaire, des yeux qui forcent, mais aussi de sensibilité à la lumière des écrans, puis les anti-reflets pour la lumière bleue vont aider pour le confort chez ces patients-là. OK, ça aide le confort, mais ça ne va pas nécessairement prévenir certains problèmes oculaires comme la myopie, là, ça va pas... Exactement, voilà. OK, je comprends. Puis en quoi la lumière bleue en particulier, ça l'impact là? Je sais pas si... C'est une lumière qui serait en théorie plus énergétique. Okay. Donc, c'est ça, dans le spectre, il y a des gens qui postulent que ça peut avoir un impact sur la santé de l'œil, mais pour l'instant, on remarque que chez les êtres humains, dans le fond, on a des mécanismes de réparation qui compenseraient ça, contrairement à les modèles animaux, les cellules. Donc, pour l'instant, puis c'est un peu impossible. Vous pouvez vous imaginer faire des études cliniques par rapport à ça. Il faudrait, dans le fond, suivre des patients quand ils sont très jeunes, puis aller les suivre jusqu'à l'âge de, mettons, 65 ans, quand la dégénérescence maculaire commence. C'est des études qui sont impossibles à faire. C'est beaucoup trop... c'est un travail de moine, dans le fond, puis c'est beaucoup trop long, puis ça serait très lourd à financer. Donc, pour l'instant, c'est ça, c'est l'état des connaissances dans le domaine
semaine pour le moment. C'est comme une hypothèse que la lumière bleue serait comme davantage, ça serait, je sais pas, difficile pour l'œil de la tolérer, disons. Fait que c'est pour ça qu'on va pallier des fois avec des écrans ou des lunettes là, pour la lumière bleue pour justement reposer un peu l'œil qui peut être fatigué par ce type de lumière-là. Exactement. Fait que vous le recommandez ou vous le recommandez pas nécessairement? Ça va dépendre d'un patient à l'autre. Quand j'ai un patient qui a de la photosensibilité, définitivement, c'est quelque chose que je vais recommander pour son confort. Ouais. Puis ça me fait penser aussi là, les lunettes soleil. J'ai le goût d'en parler parce que je pense que c'est important. En quoi c'est important d'avoir des bonnes lunettes de soleil? Puis qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans nos lunettes de soleil? C'est les protections UV, A, B, je sais pas, il y en a des particulières, là, je crois. En quoi c'est important? Lorsqu'on cherche une lunette solaire, on veut qu'il y ait une mention UV 400 dessus. Ça assure de bien couvrir toute la panoplie de rayons ultraviolets qui peuvent être nocifs à l'œil. Pourquoi on veut se prévenir? On veut se protéger les yeux des rayons ultraviolets. C'est que les rayons ultraviolets ont été associés justement à une augmentation du risque de cataracte. Donc, plus on commence tôt dans notre vie à protéger ses yeux des rayons ultraviolets, plus on prévient la cataracte dans l'œil, puis la dégénérescence maculaire. Les cataractes, c'est moins grave parce qu'on peut les enlever. Mais la dégénérescence maculaire, c'est dans le fond, la macula, c'est l'endroit où est-ce qu'on a la précision de notre vision au niveau de l'écran de l'œil. Puis ce tissu-là est très mince, justement, pour bien capter la lumière. Mais il est très sensible aux dommages aux rayons ultraviolets à long terme. Si on nous dit de mettre de la crème solaire sur la peau pour prévenir justement les mélanomes, c'est des choses comme ça, il faut penser aussi à protéger ses yeux des rayons ultraviolets pour prévenir la dégénérescence maculaire. Quand on a des dommages à cette structure-là qui est très précise, très fine, mais fragile, c'est irréversible. On n'a pas la possibilité de revenir en arrière pour le moment avec les traitements qu'on a. Donc, c'est important de commencer tôt pour prévenir ça plus tard. Il faut vraiment assumer que la lunette a vraiment cette mention-là. C'est pas toutes les lunettes soleil qui vont avoir une protection adéquate. C'est illégal de vendre des lunettes solaires sans protection UV. En tant que tel, à savoir s'il y a vraiment la couverture UV 400, tout ça, ça dépend d'un modèle à l'autre. Voilà. Donc, on peut dire qu'ils sont solaires, mais ça ne garantit pas qu'ils vont protéger l'œil comme il faut. Là. Fait que 400, c'est ce qu'on recherche. UV 400, oui. UV 400, OK, je comprends. Puis, qu'est-ce que les cataractes? Je ne sais pas si vous pouvez un peu le vulgariser pour qu'on comprenne qu'est-ce que cette pathologie. Tantôt, quand j'ai parlé d'hypermétropie, que les patients trichaient avec la lentille à l'intérieur de l'œil, c'est la lentille qu'on utilise pour faire le focus des choses qui sont proches de nous. Quand on a 40 ans, 40 à 45 ans, cette lentille-là devient plus dure avec l'âge. Ça, c'est la lentille, dans le fond, quand la lentille devient dure, c'est ce qu'on appelle la presbytie, la difficulté d'aller lire les choses qui sont proches de nous. Mais cette lentille-là, plus on vieillit encore, à partir de 65 ans, les risques qu'elle soit jaune ou givrée est plus élevé, puis ça peut faire baisser la vision. C'est ce qu'on appelle une cataracte en tant que telle, puis il faut l'enlever d'un point de vue chirurgical. C'est l'ophtalmologiste qui va faire ça. OK, c'est une opération qui va remplacer cette partie de l'œil-là. Grosso modo, dans le fond, c'est enlever le matériel qui est jaune et givré à l'intérieur de la capsule du cristallin. On va aller aspirer ce matériel-là, puis on va remplacer, on va mettre à l'intérieur de la capsule du cristallin une lentille intraoculaire qui va être transparente, qui va permettre, dans le fond, de donner une bonne image à l'intérieur de l'œil. Je comprends. Puis, y a-t-il des façons on a parlé de lunettes solaires pour justement essayer de prévenir ça? Y a-t-il d'autres choses dans notre quotidien qu'on peut adapter, avoir pour essayer de prévenir d'avoir les cataractes? En termes de prévention au niveau de la santé des yeux, c'est sûr que tout ce qu'on fait pour avoir une bonne santé générale, c'est toujours bon pour l'œil parce que l'œil est dans un corps humain en tant que tel. C'est plus surtout pour la dégénérescence maculaire qui a été prouvé que d'avoir une action sur des facteurs de risque de la dégénérescence maculaire a un gros impact par rapport à prévenir ce genre de conditions-là. Donc, d'aller chez le médecin pour s'assurer qu'on n'a pas d'hypertension, de problèmes vasculaires, c'est important. Manger des légumes verts, protéger ses yeux des rayons ultraviolets, pas de tabagisme aussi. Le tabagisme a été associé justement à une augmentation du risque de dégénérescence maculaire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu un podcast sur le tabagisme ou... Non, jamais. Voilà une idée qui est lancée pour vous. Mais ça va être bon pour les yeux de nos patients. Mais vous avez parlé de légumes verts, là. C'est un peu niaiseux, mais les carottes, là, le fameux mythe, là, pourquoi on pense que les légumes oranges ou les carottes, ça va être bénéfique pour nos yeux? C'est sûr que le bêta-carotène, c'est un des éléments qui aide à la bonne santé de la rétine, mais dans une alimentation saine, dans un pays en développement, on n'a pas vraiment à se soucier de ça. Mais effectivement, c'est un bon aliment, mais c'est surtout justement les légumes verts avec leurs pigments qui vont être bons puis protecteurs pour la rétine. Ah, OK. Fait que ça va protéger notre rétine. C'est protecteur pour la rétine. Exactement. La rétine qui est l'écran de l'œil sur laquelle l'image est projetée. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est pas un mythe, là. C'est pas un mythe, on mange nos carottes, ça va faire des bons yeux, là. Exact. C'est vrai. Fait que mangez vos carottes encore. L'optométriste le dit. Légumes verts aussi.
Ben, c'est intéressant pour les problèmes de vision. Puis là, qu'est-ce que j'allais dire? Pour les problèmes de vision, souvent, ça vient aussi avec beaucoup de sécheresse oculaire, je crois. En tout cas, de mon expérience personnelle en pharmacie, un peu comme je parlais au début, les conseils pour les yeux, il y en a plein, mais d'autant plus la sécheresse oculaire, je pense que c'est un domaine qui vraiment, tout le monde veut savoir c'est quoi la meilleure goutte pour la sécheresse oculaire. Puis, je sais pas si vous avez déjà marché à côté de l'allée de toutes les gouttes, mais il y en a une panoplie de gouttes oculaires, puis on sait jamais trop vers laquelle se retourner, quelle est la meilleure goutte. Fait que peut-être nous éclairer un peu là-dessus, peut-être en commençant avec qu'est-ce que la sécheresse oculaire? Ouais, ben en fait, la sécheresse oculaire, depuis quelques années, a beaucoup de développement en tant que tel. J'ai été frappé, je suis allé à l'American Academy of Optometry. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en présentiel à cause de la COVID. Puis j'ai été surpris par la quantité de kiosques, de machines puis de technologies pour le traitement de la sécheresse oculaire. Il y a beaucoup d'intérêt par rapport au traitement des glandes à l'intérieur des paupières. Fait que si vous voyez mes mains, dans le fond, si vous imaginez que ce sont vos paupières, les doigts, c'est comme des tubes qui sécrètent la première couche des larmes. Puis c'est souvent impliqué dans la sécheresse oculaire. Puis il y a beaucoup de traitements maintenant qui sont ciblés à ça. C'est pas tous les bureaux d'optométrie qui ont la technologie pour faire l'évaluation et le traitement de ces glandes-là, mais dans chaque région, il y a des gens qui se dédient de plus en plus à ça. Il y a un énorme intérêt par rapport à ça dans le domaine. Puis c'est ça, de plus en plus, les patients sont sensibilisés à ça. La plupart des patients, quand ils viennent avec un œil rouge, ils ont l'impression qu'ils ont une infection au niveau des yeux, mais la plus grande majorité des patients, la très grande majorité des patients, c'est de la sécheresse oculaire dont ils souffrent. On va en avoir souvent l'hiver quand on commence à partir de chauffage. Le taux d'humidité diminue énormément. Si vous avez les lèvres gercées puis les mains sèches, imaginez qu'est-ce que ça peut faire au niveau de vos yeux. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont touchés par ça. C'est un peu contre-intuitif, mais même l'été aussi, quand il fait très humide, à l'intérieur de la maison, avec l'air climatisé, la ventilation, le taux d'humidité, des fois, va chuter aussi. Donc, c'est une des choses que les patients peuvent faire, là, qu'on n'a pas besoin de revoir l'optométriste, c'est de bien contrôler les taux d'humidité. On veut un 40% minimum. Puis, justement, là, en utilisant un bon hygromètre pour vérifier le bon taux d'humidité, puis aussi avoir un bon humidificateur qui a beaucoup de output, qui est capable de vraiment générer un changement là, dans les pièces puis dans la maison. Ça aide justement à prévenir la sécheresse oculaire au niveau des yeux. Donc, beaucoup de patients sont touchés par ça. On parlait justement de se promener dans les allées puis qu'il y a énormément de gouttes. C'est un classique. Je me fais souvent poser la question, Frédéric, comme autant des patients que vous, comme futurs collègues et collègues pharmaciens, c'est quoi ta meilleure goutte, Frédéric? Puis la réponse que j'ai, je ne sais pas vraiment en tant que tel. C'est pas facile de pouvoir prouver qu'une lame artificielle versus une autre est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a tellement beaucoup de produits, mais c'est pas tous les produits qui sont les meilleurs en tant que tel. Ça devrait être un petit peu plus réduit. Sur la tablette, il y en a quelques-uns ciblés qui sont supérieurs, je vous dirais. Je fais un peu le parallèle souvent quand j'enseigne le cours avec le sirop pour la toux. Il y en a plusieurs, mais je pense que quand vous avez des consultations par rapport à ça, ça ressemble un peu à nos consultations pour la sécheresse au niveau des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous, on a pas mal... en tout cas, les sirops pour la toux, on en parlait un peu dans notre épisode avec Guillaume Dagenet, justement. Là, il y en a beaucoup, mais je pense que là, on en conseille peut-être un ou deux, mais c'est tout, parce qu'il y a tellement d'ingrédients à l'intérieur qui peuvent être nocifs, surtout quand on a d'autres conditions de santé. Là, comme on va souvent aller plus vers un qui est plus sécuritaire ou même juste du miel. Des fois, c'est tout ce qu'il faut pour soulager une toux. Fait que, il y en a beaucoup, mais c'est souvent du marketing aussi. Là, fait que ça doit être un peu la même chose, j'imagine, pour les gouttes oculaires. Là. C'est exactement la même chose en tant que tel. Donc, il y a plusieurs produits. Puis, je vais essayer un peu de démystifier tout ça puis d'essayer de rendre ça simple, que ce soit pour vous comme collègues pharmaciens ou les gens à la maison, les patients qui écoutent. Mais en fait, il y a quelques principes de base qu'on va, dans le fond, on va utiliser pour choisir une larme artificielle. Ce qui est un peu un consensus dans le domaine, c'est d'utiliser des larmes à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un agent hydratant qu'on a dans nos articulations qui est présent dans notre corps. Puis, c'est des larmes plus, je vous dirais, performantes au niveau de soulager les symptômes de sécheresse. Il y en a quelques modèles qui en ont sur les tablettes ou aussi derrière le comptoir. Puis le deuxième principe, puis le plus important, c'est qu'en 2023, le standard dans l'utilisation des larmes artificielles, c'est qu'on ne devrait pas avoir de larmes qui contiennent des agents de conservation.
Les agents de conservation, ça a tendance à irriter les yeux à long terme, puis ça peut contribuer à la sécheresse oculaire. Donc, on veut une lame sans agent de conservation. Avant, on avait des petites unidoses dans des petites fioles de plastique qui étaient quand même assez coûteuses, puis la date d'expiration était quand même assez rapprochée. C'était maximum 1 an à 2 ans, puis des fois, les patients ne passaient pas à travers au complet. Puis là, maintenant, il y a des bouteilles à valve anti-reflux où est-ce que la goutte sort, mais il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur. Donc, vu qu'il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur, on n'est pas obligé de mettre des agents de conservation. Puis, c'est des bouteilles qui peuvent se garder 6 mois, contrairement à la plupart des bouteilles que vous avez avec un embout, avec un capuchon conique, où est-ce qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur. Donc là, il faut mettre des agents de conservation, puis c'est maximum bon pour 1 mois. Donc, le nouveau standard, lame à acide hyaluronique, bouteille à valve anti-reflux le plus possible ou des lames à unidose, donc pas d'agent de conservation. Puis, c'est ça. Donc, ça restreint davantage les produits. Là. Donc, si vous voyez sur les tablettes des produits comme les produits Hydrasens derrière le comptoir, il y a Hilo, il y a plusieurs produits en bureau indépendants aussi, comme le Hydrop, le Théalose, des choses comme ça. C'est vraiment des produits qui sont meilleurs pour traiter la sécheresse oculaire. OK. Ouais, fait que ça revient au sirop. Il faut tout le temps checker les ingrédients derrière les gouttes, dans le fond, là, comme on fait avec tous les produits. Là, parce que, mettons, s'il y a un agent de conservation, c'est-tu vraiment néfaste ou... C'est pas grave, mais c'est parce que quand on veut faire un vrai bon traitement de la sécheresse oculaire, c'est contre-productif d'aller mettre un agent de conservation. On se rend compte que la sécheresse oculaire, de plus en plus, il y a une grosse dimension environnementale d'exposition à des agents polluants. On pense que dans l'air, les métaux, toutes les poussières, ces choses-là, c'est des agents catalyseurs de réaction immunitaire. Donc, on pense, comme pour les vaccins, là, les catalyseurs pour augmenter les réponses aux vaccins. Mais c'est un peu la même chose au niveau de la surface de l'œil. Quand ces polluants-là se retrouvent sur la surface oculaire, on se retrouve avec plus d'inflammation, plus de sécheresse oculaire. Donc, ça, c'est l'autre volet aussi de la sécheresse oculaire. Les gouttes, c'est vraiment une infime partie du traitement de la sécheresse au niveau des yeux. Il faut aussi traiter l'œil rouge. C'est pour ça que les gens aussi vont le confondre avec des infections au niveau des yeux. Mais la rougeur, des conjonctivites, c'est pas une infection en soi. Une conjonctivite, c'est une inflammation de l'œil. C'est un œil qui est irrité. Après ça, c'est savoir pourquoi il est irrité. Puis la majorité du temps, c'est justement de la sécheresse. Puis il y a une portion de la sécheresse oculaire, c'est un œil rouge, donc il doit être traité pour son inflammation. Donc il y a plein de médicaments qui ont été développés depuis quelques années. On a accès à des immunomodulateurs comme le Xidra, le Restasis, puis le Sequa aussi qui sont disponibles sur le marché, qui peuvent justement réduire l'inflammation sans augmenter la pression au niveau des yeux ou causer des cataractes. Donc on peut l'utiliser à long terme. Okay. Donc la sécheresse, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus que juste mettre des gouttes. On ne peut pas faire de tort en mettant des lames sans agent de conservation jusqu'à temps qu'on voit l'optométriste. C'est un de mes conseils que je recommande. Puis, votre optométriste va être capable de bien évaluer votre niveau de sécheresse au niveau des yeux, puis de vous référer à un optométriste qui est justement plus équipé si c'est nécessaire pour faire le traitement, la prise en charge de votre sécheresse oculaire si elle est plus prononcée. Qu'est-ce qu'on pense des gouttes pour la rougeur au niveau de l'œil là, qui ont l'air vraiment prometteur là, quand tu regardes la bouteille, là, vraiment pour enlever la rougeur comme tout de suite. Les vasoconstricteurs regagnent intérêt parce qu'il y a un nouveau produit qui est sorti sur le marché. Ça rend les yeux plus blancs, mais quand on arrête de l'utiliser, les yeux redeviennent plus rouges. Donc, ça n'a pas d'impact sur les symptômes ni le confort des patients. Okay. Donc, non, effectivement, c'est encore une fois les lames artificielles sans agent de conservation qu'il faut utiliser. C'est fâchant pour les patients parce que souvent la sécheresse, je fais un peu le parallèle que c'est comme un peu le glaucome de l'optométriste. Et pour les ophtalmologistes, le glaucome, c'est une pathologie qu'on ne peut jamais gagner contre elle. Ça a tendance un petit peu à empirer d'une année à l'autre, mais c'est un peu la même chose pour la sécheresse au niveau des yeux. Il n'y a pas rien qui guérit de la sécheresse. Plus on vieillit, plus on a tendance à avoir une moins bonne fonction des glandes à l'intérieur des paupières. Le niveau de larmes, des fois, les changements hormonaux vont avoir un impact sur la sécheresse au niveau des yeux. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à un peu augmenter avec le temps. Donc, l'idée, c'est de trouver la meilleure recette possible pour garder le patient confortable, mais il ne faut pas lâcher. C'est un peu comme s'entraîner. Il ne faut jamais arrêter, dans le fond. Ça prend de la motivation. Donc, c'est fâchant des fois, mais il faut mettre des lames artificielles puis bien faire le traitement qui est recommandé par votre optométriste. Puis combien de fois par jour on devrait recommander de mettre les gouttes hydratantes, les larmes hydratantes, est-ce que c'est ou 2 heures à 2 fois par jour? Est-ce que vous avez comme une... Bien, moi, personnellement, je le dis souvent à mes patients, je connais pas beaucoup de patients qui ont de la sécheresse oculaire puis qui sont capables de contrôler leur sécheresse avec en bas de 4 gouttes par jour. Mais malheureusement, nos patients font pas souvent ça, mettre 4 gouttes par jour. Donc, en période de crise, des fois, on va même aller prescrire des gouttes aux heures, aux 2 heures, avec un traitement pour l'inflammation aussi. Donc, s'il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de raison de
se restreindre. C'est pas un médicament, ça rend pas l'œil paresseux. Okay. Puis aussi, des fois, c'est fâchant pour certains patients parce qu'ils veulent une solution magique, mais ce que je dis souvent à mes patients, puis aussi quand je vous enseigne le cours, c'est que je dis à mes patients, des fois, j'ai pas dans le tiroir une goutte magique qui fonctionne mieux que celle que vous avez. Si ça fonctionne pas, cette goutte-là, on va pas vous dire de mettre moins de gouttes, on va en mettre plus, on va en rajouter d'autres aussi. Donc, c'est fâchant, mais c'est l'état des connaissances maintenant dans le domaine de la sécheresse oculaire. Puis de ce que je comprends, cette sécheresse-là oculaire, peu importe à quel moment de la vie elle est diagnostiquée un peu, elle ne sera jamais réversible. Ça dépend. Chez les jeunes enfants, on va le voir de plus en plus souvent qu'ils ont les yeux secs avec les temps d'écran. On est concentré sur un écran, on va cligner moins souvent des yeux. L'œil rouge qui revient de la piscine à cause qu'il est exposé au clair, tout ça. C'est un peu réversible, je vous dirais, là, mais en général, ouais, effectivement, quand on commence à avoir les yeux secs, ça n'a pas tendance à s'améliorer, ça a plus tendance à s'empirer. Mais quand on est capable de trouver une bonne recette pour que nos yeux soient confortables, si on joue bien, je peux parler par expérience, moi aussi je souffre de sec, mais si on travaille sur notre taux d'humidité dans la maison, l'hygiène de nos paupières, pour les bléphaриtes, comme je parlais des glandes qui fonctionnaient moins bien, si on a les bonnes gouttes, on les utilise à la bonne posologie, on est capable de bien s'en tirer au niveau de la sécheresse. Puis sinon, c'est ça, il y a plein d'autres opportunités de traitement maintenant. Là. Entre autres, je ne sais pas si les auditeurs connaissent un petit peu la rosacée ou la coupe rose. Il y a certains patients qui connaissent ça parce qu'ils sont allés se faire des traitements chez le dermatologue de ça. Mais ça, c'est une des avancées majeures dans notre domaine. Là. On peut faire des traitements à l'IPL qu'on appelle, avec justement du laser au niveau des paupières, puis ça a un impact sur la sécheresse oculaire. Ça donne de très bons résultats. Okay. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouvelles nouveautés dans le domaine. N'hésitez pas à consulter votre optométriste pour avoir un meilleur soulagement. Puis, en tant que pharmacien, quand on a un conseil de sécheresse oculaire, à partir de quel niveau de sécheresse oculaire on devrait dire aller consulter un optométriste? Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont nous consulter pour... c'est occasionnel. Ils regardent l'écran une fois de temps en temps. Ça leur donne les yeux secs. Ils mettent des gouttes. Mais à partir de quel moment ou quelle fréquence que ça t'arrive dans ta vie d'avoir les yeux secs que tu devrais dire, je devrais peut-être aller consulter mon optométriste? J'aimerais ça vous donner une réponse ou un guide pour vous, mais c'est vraiment très aléatoire la sécheresse au niveau des yeux. Il y a des patients qui n'ont absolument aucune présentation au niveau de l'œil, mais qui ont beaucoup de symptômes. Puis c'est à l'inverse, il y a des gens qui en ont beaucoup dans les yeux, mais qui n'ont aucun symptôme, qui ressentent absolument rien. C'est super variable. C'est un peu difficile pour vous, sans les instruments, d'aller regarder au niveau des yeux, qu'est-ce qui est le niveau de sécheresse au niveau des yeux. Donc, de votre travail d'initier un traitement ou de juste de renforcer le traitement qui a déjà été recommandé chez ce patient-là, c'est une grosse portion de travail que vous faites pour nous. Vous êtes en équipe avec nous pour la communication sur la sécheresse oculaire. Donc, définitivement, c'est juste de faire un examen complet de la vue avec son optométriste régulièrement, puis d'aller chercher les bons conseils selon ce qu'on va voir au niveau du biomicroscope là, quand on regarde l'évaluation de la santé du devant de l'œil. Puis un patient qui prend sa goutte oculaire, sa larme artificielle, je veux dire, peut-être, je sais pas, 4 ou 5 fois par jour, mais comme quotidiennement. Il devrait-tu se dire j'ai peut-être besoin de quelque chose de plus ou s'il est soulagé, c'est correct? Si c'est soulagé à 4 fois par jour, moi je suis content avec ça. C'est sûr que là, on veut voir aussi au niveau de l'œil si c'est effectivement le cas. Mais en tant que tel, je vous dirais que si vous avez un patient qui dit moi je mets 4 gouttes par jour, puis même plus, puis j'ai encore des symptômes, ça va pas. Vous devriez consulter définitivement. Là, vous avez un œil sec qui est plus coriace, plus rigide, donc ça prend une intervention un petit peu plus musclée à ce moment-là. Puis vous, les optométristes, avec les examens que vous faites, vous êtes capable d'aller voir les glandes ou voir le problème, en fait, si le problème est là ou quoi que ce soit là? Tout à fait, exactement. Puis de recommander le bon traitement, que ce soit au niveau de la paupière ou d'avoir la bonne goutte pour ces patients-là. Ouais. Puis j'ai une question aussi personnelle, parce que moi aussi, je porte des verres de contact quotidiennement. Est-ce qu'avoir des verres de contact, ça peut accentuer ou accélérer la sécheresse oculaire ou ça n'a comme pas tant rapport? Moi, ce que je dis à mes patients, s'ils ont un bon produit dans leurs yeux de verre de contact, qui font le bon entretien du verre de contact, qui le remplace lorsqu'il est comme on le recommande, les risques d'infection, d'inconfort au niveau des yeux est très diminué. En tant que tel, un verre de contact, effectivement, va un peu interrompre le film lacrymal, va le briser, puis ça peut causer plus de sécheresse. Mais tout ça est très théorique. Même j'ai des patients, des fois, qui mettre un verre de contact, ça a un effet de pansement au niveau de l'œil. Donc, ça diminue leurs symptômes de sécheresse oculaire. Donc, encore une fois, ça vous démontre que c'est super aléatoire, la sécheresse. Ça dépend vraiment d'un patient à l'autre. Puis,
c'est ça. Donc, il n'y a pas d'avoir les yeux secs. C'est pas une contre-indication ni une complication pour moi des verres de contact. Ça dépend vraiment d'un patient à l'autre. Puis, la plupart des verres de contact modernes qu'on a de nos jours, ils ont une surface qui a été travaillée pour les yeux secs, qui sont beaucoup plus confortables que les anciennes technologies. On se dirige vraiment beaucoup aussi vers les lentilles jetables un jour. Donc, l'idée d'avoir une lentille à usage unique, je vous ai parlé tantôt que la sécheresse oculaire, c'est une exposition à des agents polluants. D'avoir un verre de contact qu'on va utiliser frais à chaque jour, qui n'accumule pas de dépôt puis qu'on n'expose pas à des savons de solution. C'est une autre avancée dans le domaine du verre de contact qui permet d'avoir un confort au niveau des yeux sans avoir de symptômes de sécheresse. Moi, personnellement, c'est ce que je prends. J'en prends un à chaque jour. Là, c'est des quotidiens, mes verres de contact, là, justement pour éviter, comme je pense que mon optométriste m'avait recommandé ça, justement, là, éviter que les débris, peu importe, s'accumulent puis qu'on soit sûr. Puis j'avais déjà eu des problèmes avec mes yeux, justement, fait qu'on m'avait recommandé juste de prendre les quotidiens. Mais si on vient un peu gouttes, verres de contact, est-ce que il y a des gouttes, l'arme artificielle, en fait, qu'on devrait favoriser si on porte des verres de contact ou ça change pas? Il faut éviter les onguents. Tout ce qui est plus visqueux ou qui contient une phase un peu lipidique, des larmes un peu plus grasses, ça peut créer des risques qu'il y a des dépôts qui s'accumulent au niveau des verres de contact. Mais encore une fois, si on va avec des larmes artificielles sans agent de conservation à base d'acide hyaluronique, que ce soit pour la sécheresse oculaire ou même pour l'utilisation de verres de contact, à ce moment-là, on est en business. C'est un bon produit. OK, parfait. Puis on peut peut-être parler un peu de verres de contact puisqu'on est un peu dans le sujet en ce moment. Je pense que ça serait important parce que je pense que de plus en plus, il y a plusieurs personnes qui utilisent des verres de contact. Puis il y a plusieurs solutions, encore une fois, qui existent pour les laver, comment entretenir les verres de contact. Je me rappelle des photos que vous nous aviez montrées dans notre cours, là, que les gens avaient comme les petits étuis là, de verres de contact, là, puis ils étaient tous sales. Là, fait que je pense que c'est peut-être pas comme connu ou peut-être pas, ça vaudrait au moins la peine de peut-être en parler davantage pour savoir comment bien entretenir ces verres de contact puis vers quels produits se tourner si jamais on a des verres de contact pour les entretenir. Tout à fait. Donc, en tant que tel, c'est la même chose au niveau des... on parlait des sirops tantôt, les solutions de verres de contact. Il y a beaucoup de marketing aussi là-dedans. Puis là-dedans, lesquels sont les meilleurs? Une chose qui est importante de comprendre, c'est que toutes les solutions qui ont une mention sans frottage, c'est pas vrai. Ça devrait être retiré. Puis l'industrie, on fait beaucoup de pression par rapport à ça. Avec les verres de contact modernes qui sont très perméables à l'oxygène, ils accumulent des dépôts qui ne sont pas enlevés juste avec le jet de la solution. Donc, tout de suite en partant, si vous avez une solution tout en un qui n'est pas à base de peroxyde, ces lentilles-là devraient toujours être frottées au retrait. Donc, on imagine la lentille comme une horloge. On part du centre de l'horloge, on va chercher chaque heure de l'horloge. Il faut faire la face avant puis la face arrière de la lentille. Donc, ça, c'est pour les solutions tout en un. Toutes les solutions sur le marché, on devrait faire ça. Les solutions à base de peroxyde, par contre, c'est la seule solution sur le marché que j'explique qui est sans frottage, qui est comme le lave-vaisselle des verres de contact. Entre autres, la marque ClearCare, mais il y a des marques maison aussi. Ça, c'est la meilleure solution sur le marché. Je parlais qu'il y avait beaucoup de guerres de marketing en solution, mais il y a un consensus dans le domaine, puis c'est clair et net, c'est les solutions à base de peroxyde, ce sont les meilleures pour les verres de contact. Maintenant, on est en janvier 2023, il y a une pénurie de solutions à base de peroxyde, en fait. Le ClearCare est en backorder ou en rupture de stock, puis même les versions maison, si je ne me trompe pas, on me dit, je pense que c'est à cause de l'approvisionnement en disque de platine qui est utilisé pour neutraliser le peroxyde, mais les compagnies de verres de contact nous parlent que justement dans les prochains mois, ça devrait revenir sur le marché. Donc, on se croise les doigts pour justement qu'on ait accès à cette meilleure solution-là. Mais sinon, c'est ça, d'y aller vers des lentilles jetables un jour à usage unique, qu'on pourrait dire, c'est l'idéal dans le futur aussi, là, si c'est disponible dans votre prescription, bien sûr. Par rapport à la quantité de liquide qu'on doit mettre. Parce que moi, je me rappelle... La fréquence de nettoyage. Oui, mais je pense que dans notre cours, je nous avais fait une démonstration, là, je me semble. Puis là, pour mettre en contexte, les gens ils nous avaient apporté une bouteille, je pense, de... Ce que je fais dans le cours, je fais un Luc Langevin de moi-même, je fais disparaître la solution. C'est que quand on ajuste un patient avec des verres de contact, il y a des kits de départ qu'on appelle, c'est une petite bouteille de départ dans le fond pour que le patient se pratique à mettre puis enlever les verres de contact, puis le diriger vers ce produit-là pour
commencer l'entretien de ces verres de contact. Mais c'est des bouteilles, je ne me rappelle plus combien de millilitres. Mais quand on compte qu'on a 2 verres de contact, une paire, 2 verres de contact, un pour chaque œil, il faut asperger. La vraie recette du sans-frottage qui ne fonctionne pas, comme je vous expliquais avec les verres de contact modernes qu'on a aujourd'hui, si on prend les anciennes technologies, la vraie recette du sans-frottage, c'était supposé qu'on asperge la lentille 10 secondes de chaque côté. Donc, on a 4 côtés de lentille à asperger, ça vide presque la bouteille au complet en tant que tel. C'est ridicule. De toute façon, il n'y a pas vraiment de patients qui font ça. On parlait tantôt là, de la photo avec l'étui qui est vraiment pas très propre. Maintenant, la plupart je pense que toutes les compagnies, maintenant, quand on achète une grosse bouteille de solution, il y a un étui qui vient avec. Prenez pas l'ancien étui puis jetez le nouveau dans le recyclage. On prend le nouvel étui toujours à chaque fois. Donc, en théorie, une bouteille, quand c'est ouvert, c'est pas bon plus qu'un mois. C'est la même chose pour les solutions. En théorie, vous devriez changer votre étui à chaque mois parce que vous est fourni avec la bouteille. Mais en théorie, ça, c'est maximum 3 mois, ce qui est recommandé présentement en général dans l'industrie là, de garder son étui. On parlait de fréquence de nettoyage à tous les soirs quand on les enlève. C'est important. Pas le matin en se réveillant parce que le matin, c'est comme la vaisselle sale qui est croûtée dans l'évier. C'est plus difficile d'enlever. On est mieux de faire ça le soir. Puis la solution, continue à le faire durant le jour. Puis jamais toujours remplacer de liquide dans l'étui. Il ne faut jamais faire du top-off qu'on appelle, c'est-à-dire juste rajouter du liquide parce qu'il y en a qui s'est évaporé. C'est ça, parce que là, moi, j'ai jamais porté de verre de contact. Là, mettons, on les nettoie dans les mains, j'imagine. Là. On se lave bien les mains, puis on les fait avec nos doigts. Puis après ça, on les met dans l'étui pour la nuit. Exactement. Il faut changer le liquide dans le petit étui le matin, à chaque jour. On prend les verres de contact, on les met dans nos yeux, puis on jette le liquide. OK, je comprends. Puis là, ça passe la nuit dans son petit bain liquide. Dans son liquide. Après avoir été nettoyé. Ça, c'est pour les solutions tout en un. Les solutions à base de peroxyde pour les lentilles souples, c'est possible de ne pas les nettoyer. C'est un étui spécial qui a un disque de platine qui va neutraliser le peroxyde. Ça fait des bulles, puis ça nettoie la lentille en soi. Les verres de contact semi-rigides ou perméables au gaz, eux, ont besoin d'être frottés, par contre, avec cette solution-là. Puis les solutions à base de peroxyde, c'est-tu irritant pour les yeux? Par exemple, on les sort le matin de l'étui, puis on se les met dans les... Est-ce qu'on les rince? Non, c'est pas nécessaire. C'est l'inverse. C'est la meilleure solution en tant que telle, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Le peroxyde est complètement neutralisé. Le lendemain matin, ça devient de l'eau saline en tant que telle. Donc, c'est la solution la plus douce au niveau des yeux. Donc, le lendemain matin, on peut prendre les verres de contact, les mettre dans les yeux. Il ne faut jamais se mettre du peroxyde dans les yeux ni sur nos doigts quand on va se toucher les yeux ou les verres de contact, parce que là, ça brûle énormément. Mais là, en général, mes patients, quand ils font ça une fois, ils le font pas 2 fois. J'imagine, ça doit vraiment brûler. Exactement. Et si on parle du port des verres de contact, est-ce qu'il y aurait une durée dans la journée comme maximale qu'il faut porter nos verres de contact ou on pourrait le porter toute la journée sans problème? En tant que tel, ce que je dis encore une fois à mes patients, je vais répéter la même chose que tantôt, c'est que si on met moi, quand j'ajuste mes patients, je leur dis, vous avez un bon produit à l'intérieur des yeux. Vous avez une bonne solution. Si vous avez des bonnes habitudes de port, vous devriez avoir le risque que vous ayez des infections virtuellement nul en tant que tel. Donc, si on respecte ce qui a été recommandé par l'optométriste en tant que tel, ça devrait bien aller. Je n'ai pas tendance à restreindre le nombre d'heures de port. Par contre, c'est prouvé qu'après 16 heures, tout le monde a un petit peu une perte de confort au niveau des yeux, puis c'est le temps d'enlever ses verres de contact. Ça arrive même chez les gens qui n'ont pas de verres de contact. On pense que c'est un mécanisme, dans le fond, pour nous avertir d'aller se coucher puis de réparer notre œil pendant la nuit. Mais bref, je ne restreins pas le nombre d'heures de port, le nombre de jours qu'on porte. Je vais dire à mes patients, je t'ai donné un bon produit, c'est bon pour la santé de tes yeux, garde-toi. Par contre, ce qui est prouvé dans les études, c'est faire une sieste ou dormir avec des verres de contact, ça augmente les risques d'infection de 5 à 10 fois. Fait que si je peux faire une recommandation aux auditeurs, dans le fond, c'est de jamais recommander de dormir avec les verres de contact. C'est super, super important. Puis c'est pour ça qu'on s'en va vers les lentilles jetables un jour à usage unique, entre autres. C'est l'idée de ne pas avoir à dormir avec le verre de contact à l'intérieur de nos yeux. Donc, pas de sieste ni de dos avec les verres de contact. Bien nettoyer la lentille des 2 côtés lorsqu'on l'enlève si on a une solution tout en un ou sinon à base de peroxyde. Puis de remplacer la lentille telle que recommandée. Souvent, les patients pensent que c'est une gamique qu'on essaie de vendre plus de verres de contact, mais j'ai fait une résidence en verres de contact, puis c'est systématique pour moi. À chaque fois que j'ai un patient qui se présente avec un œil rouge, puis c'est un porteur de verres de contact, il y a toujours quelque chose dans les questions que je vais poser qui est un manquement aux recommandations qui ont été faites par rapport aux habitudes de port. Soit ils dorment avec leur verre de contact, ils ne changent pas au bon moment, ils n'utilisent pas la solution comme il faut. Puis ça expose les yeux d'abord et avant tout à de l'inconfort.
puis les risques d'infection au niveau des yeux. Donc, c'est important. Si la lentille est bonne c'est une lentille mensuelle, c'est bon pour 30 jours de port. C'est pas bon pour 30 jours un coup que c'est ouvert, même si on les porte pas tous les jours. Il faut vraiment les jeter après 30 jours que le blister pack, la lentille est sortie de son étui. Parce que même dans un étui de verre de contact, c'est pas complètement stérile. Il y a un biofilm qui se crée au niveau des verres de contact, même quand on les porte pas. Le biofilm, c'est un peu une nourriture pour les bactéries puis les virus, donc un risque d'infection qui est augmenté pour les patients. Puis par exemple, un patient qui se présente en pharmacie avec des symptômes, on dirait peut-être une infection à l'œil, c'est un porteur de verre de contact, est-ce qu'on devrait tout de suite le référer à l'optométriste vu qu'on peut penser que c'est peut-être une infection avec des bactéries qui sont un peu plus, pas résistantes, là, mais peut-être un peu plus dures à traiter que quelqu'un qui porte pas de verre de contact? Avant de penser que c'est une infection, définitivement de le référer à un optométriste. C'est sûr que la condition est plus sévère dans comment tu la décris, mais c'est surtout de référer à un optométriste pour déterminer qu'est-ce qui est la responsabilité du verre de contact par rapport à cet œil rouge-là. Quand un patient a un œil rouge puis qui porte des verres de contact, par défaut, on pense toujours que c'est le verre de contact qui est responsable. Il faut s'assurer justement du bon nettoyage. C'est quoi le matériel de la lentille? C'est-tu un matériel de bonne qualité? Donc, de retourner à l'optométriste qui a fait l'ajustement, qui sait qu'est-ce que le patient a mis dans ses yeux, que ce soit la solution ou le matériel du verre de contact, puis de réviser ce qui a été recommandé au niveau des habitudes de port versus ce que le patient fait. C'est important justement de référer à l'optométriste pour ça. Puis oui, effectivement, vu qu'il peut y avoir des risques augmentés d'inflammation, surtout pour commencer, ou d'infection au niveau des yeux. Donc définitivement de référer à l'optométriste, ouais. Donc, moi qui est un ajusteur de verre de contact, je sens que c'est une responsabilité que j'ai envers mes patients. Si on a un œil rouge, je veux les revoir pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau des verres de contact. OK. Fait que quand on a des verres de contact, on ne prend pas nécessairement de chance, puis on s'en va toujours consulter notre optométriste. Ah oui, définitivement. Ouais, pour être sûr d'avoir le bon diagnostic, encore une fois. Là, okay. Parce que c'est plus complexe, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être en lien. OK. Puis, peut-être un mythe, là, c'est peut-être drôle, mais des fois, moi, je porte des verres de contact, puis des fois, je me fais dire ça. Puis, est-ce que c'est vrai? Moi, ça m'est jamais arrivé, là, mais que tu peux perdre ton verre de contact dans ton œil? Non, la paupière, le tissu est relié avec l'œil, il y a une membrane, donc le verre de contact peut jamais aller en arrière de l'œil. C'est ça. Je voulais mettre ça au clair, parce que des fois, il y en a qui me disent « Ah, tu peux perdre ton verre de contact en arrière de ton œil. » Je suis comme « Jamais. » C'est ça, il peut bouger, par contre. Je me rappelle, il avait déjà bougé. Ouais, des fois, il bouge, là, tu le replaces, mais sinon, il peut jamais se mettre en arrière de ton œil. Non, exactement. C'est pour ça que c'est important de ne pas se frotter les yeux pour ne pas le déloger. Mais les lentilles souples, on peut les replacer sur la surface de l'œil. Ceux qui portent des verres semi-rigides ou perméables au gaz, il faut les enlever puis les remettre, là, par contre, dans ces cas-là. Ouais. C'est bon. Bon, c'est réglé cette question-là, parce que des fois, je m'avais posé, puis je me dis tout le temps que ça peut jamais être possible, mais j'avais jamais l'explication concrète de pourquoi c'est pas possible. Regardez-vous si vous avez d'autres mythes que vous voulez abattre au niveau des yeux ou des verres de contact, je suis là pour vous. Mais j'ai une dernière question sur les verres de contact. À partir de quel degré, mettons, de myopie, là, par exemple, qu'on peut avoir des verres de contact? C'est-tu dès qu'on a besoin de lunettes, on pourrait demander des verres de contact, ou c'est plus quand on est avancé, mettons, dans la... Non, tout à fait. Okay. Puis de plus en plus, avec les compagnies, on a de plus en plus de paramètres de prescription qui est possible de faire. Là. Okay. Donc, c'est pas vrai qu'on peut pas porter des verres de contact parce qu'on a de l'astigmatisme, ou c'est pas vrai qu'on peut pas porter de verres de contact parce qu'on a de la presbytie, qu'on a de la difficulté à lire. Il y a vraiment beaucoup d'options. Quand j'ai commencé ma carrière, ça a explosé, puis il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas porter de verre de contact à cause de sa prescription, ça, c'est sûr. Puis c'est pas néfaste à long terme de porter juste des verres de contact? C'est très controversé, ça, mais il n'y a pas d'études qui sont capables de démontrer en tant que tel que tu as porté tant de nombre d'années les verres de contact, que tu as plus de complications au niveau de tes yeux, surtout avec les nouvelles technologies qui sont plus perméables à l'oxygène. C'est difficile d'établir un lien de cause à effet par rapport à ça. Encore une fois, l'important, c'est d'avoir des bonnes habitudes de port puis d'avoir un bon produit à l'intérieur des yeux. Parce que j'imagine que quelqu'un qui porte soit pas ses lunettes ou pas ses verres de contact, mais qui a un problème de vision, c'est pire, là, c'est plus néfaste pour l'œil, j'ai l'impression, parce que tu vas tout le temps forcer ou... Ça dépend. Chez les jeunes enfants, comme j'en parlais tantôt, qui font intervenir avant 14 ans, là, c'est important d'aller porter ses lunettes en tout temps ou des verres de contact. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je leur dis, si tu vas être policier, pompier, faire tout ce que tu veux dans ta vie, être un sportif, un grand athlète de performance, il faut que tu aies une bonne vision, puis il faut que tu travailles sur tes yeux jusqu'à 14 ans. Après ça, on parlera d'autres choses, d'autres modes de correction ou de pas enlever ou d'enlever tes lunettes. Mais
Mais pour un adulte en haut de 14 ans, de mettre ou de ne pas mettre ses lunettes, ça ne fait pas améliorer ou empirer sa vision. C'est une question de rendre ses yeux confortables. L'exception à la règle, c'est les myopes, par contre. Avant, on pensait que les lunettes, ça rendait les yeux paresseux, on parlait de mythe à abattre. Il y a beaucoup de patients qui pensent que quand on met des lunettes pour la myopie, plus on augmente la prescription, plus ça rend l'œil paresseux, puis plus la prescription elle augmente. Mais c'est plutôt l'inverse. Les dernières études ont démontré que si on ne corrige pas la myopie de l'œil, le flou qui est créé par ça, ce serait un stimulus pour que l'œil pousse davantage puis qu'il y ait plus de myopie. Donc, c'est important de le corriger de façon le plus précise possible. Puis, si les enfants commencent à plisser les yeux ou qu'on a des symptômes, il faut retourner consulter puis mettre à jour la prescription si c'est nécessaire. Bon, moi, j'avais porté mes lunettes, tous. Mais c'est ça, même après 14 ans, c'est prouvé que ça peut que ça va empirer ta myopie, en fait. Ce sera un stimulus, justement, pour que l'œil pousse davantage, effectivement. Okay, intéressant. Puis, fait que dès qu'on force, parce que moi, je suis myope, là, fait que quand je force les yeux, quand je mets pas mes verres de contact ou mes lunettes, là, je devrais tout le temps les mettre si j'ai besoin de voir loin pour éviter de forcer mon œil. Exactement. Ça dépend à quel niveau de myopie, là, mais de plus en plus, on voit justement des enfants très, très jeunes arriver avec de la myopie. Là, donc, en bas de 10 ans, là, dès que votre enfant il a en bas de 10 ans puis qu'il commence à avoir un moins 0,25 de myopie, c'est un fort risque justement que cet enfant-là développe une myopie qu'on appelle élevée, qui augmente les risques d'écollement de rétine, de glaucome puis de cataracte. Donc, de plus en plus, dans les dernières années, on a eu des nouvelles technologies pour ralentir la myopie. On a des verres de contact spéciaux qui change comment la lumière rentre à l'intérieur de l'œil. Puis l'œil détecte qu'on a moins besoin de pousser, puis ça ralentit la myopie. Ça la freine pas complètement, ça la fait pas disparaître, mais ça la ralentit. Puis, sinon, il y a des lunettes aussi de ralentissement de myopie. C'est encore une fois une lunette qui change comment la lumière rentre à l'intérieur de l'œil. Donc là, je viens de vous parler des deux méthodes optiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre devant l'œil pour essayer de ralentir la myopie. Il y a aussi des méthodes pharmacologiques aussi, qui est l'atropine, qui est une goutte d'atropine diluée, qui est prouvée, qui ralentissait justement l'élongation de l'œil, là, que l'œil devient moins myope rapidement. Okay. Donc, on a toutes ces technologies-là qui ont été développées. Ça fait plusieurs années que ça existe, mais on a les résultats des dernières études cliniques qui sont sortis dans les dernières années, puis il y a un énorme engouement. Je vous ai parlé dans notre domaine qu'il y a un gros buzz autour de la sécheresse oculaire, mais le contrôle de la myopie ou le ralentissement de la myopie, c'est une grosse portion de mon travail, entre autres à la clinique universitaire à la Vision, là, quand je vais avoir des jeunes enfants myopes là, avec des verres de contact spéciaux pour ça. J'en fais en bureau privé aussi. Okay. Puis qu'est-ce qu'on pense de la technologie du laser, il me semble, pour le ralentir la chirurgie laser? Ouais. Ça fait longtemps que ça existe. C'est depuis les années 90 que c'est très mainstream en tant que tel. Puis pour moi, dans le fond, c'est ça, la correction des yeux, c'est un choix. Je pense qu'une des questions que vous m'aviez fournie, entre autres, c'était de me demander c'est quelque chose qui est meilleur entre des verres de contact, des lunettes, la chirurgie au laser. Comment je l'aborde avec mes patients? Moi, c'est une question de choix. Peu importe ce que vous voulez faire avec vos yeux, on va le faire. Il y en a qui veulent se débarrasser de lunettes puis de verres de contact puis qui veulent faire un laser. On y va vers ça. Il y en a qui préfèrent avoir des lunettes, il y en a qui préfèrent avoir des verres de contact, mais on veut quand même une lunette backup au cas où il y a une infection. Des fois, les gens varient d'un à l'autre. Justement, les lentilles à usage unique, c'est beaucoup ça, c'est pouvoir alterner entre les deux. Donc, pour moi, c'est une question de choix. Mais non, la chirurgie au laser, ça fait très longtemps que c'est disponible. En général, c'est souvent aux États-Unis qu'on va avoir les plus grandes avancées en médecine, qui sont les plus avancées, mais le Canada est un chef de file en chirurgie au laser. Ça a beaucoup été une technologie qui a été développée ici. Puis, c'est une technologie qui est sécuritaire. Puis, c'est juste d'avoir un bon screening, d'aller dans une bonne clinique de chirurgie réfractive pour avoir un bon examen préopératoire pour déterminer si vous êtes candidat ou pas, puis si c'est sécuritaire pour vous. Puis, il y a beaucoup d'optométristes qui sont impliqués dans ces cliniques-là de chirurgie réfractive. C'est souvent eux qui vont faire l'évaluation préopératoire. Puis, qu'est-ce qu'on aime de ça, c'est qu'on peut passer plusieurs années sans porter de lunettes puis de verres de contact. Exactement, oui. Puis, même pour la lecture, il y a de plus en plus de technologies qui peuvent être utilisées lorsqu'on devient presbyte, qui peuvent être utilisées, là, des lentilles intraoculaires multifocales aussi, certains types de lasers aussi pour la presbytie. Ouais. Puis, est-ce que ça règle tout ou quand même, quand on va avancer en âge, ça se peut que la myopie, par exemple, elle revienne ou le problème oculaire revienne malgré le laser qu'on a fait? Si vous allez à une clinique de chirurgie réfractive, ils vont déterminer votre prescription, puis vont vous dire, avec votre prescription, votre taux le risque que vous ayez une récidive va être de tant de %. Donc, si, admettons, la myopie revient, si c'est un niveau qui est significatif, qui peut être réopéré une deuxième fois, mais vous pouvez être retraité une deuxième fois. Il y a certains patients qui ne veulent pas aller vers ça parce qu'ils n'ont pas envie de se faire jouer 2 fois dans les yeux. Mais s'il y a assez de tissu et que c'est sécuritaire, ça peut être fait selon ce que les calculs qui vont être faits par la clinique. Ouais. Fait que ça corrige le problème, mais c'est pas nécessairement que tu vas être correct toute ta vie. Ça va pas être permanent. Ouais, c'est pas nécessairement. La majorité de nos patients, oui, effectivement. Okay. Là, ouais.
Mais c'est ça, ça dépend si vous êtes corrigé au laser seulement pour la vision de loin. Quand vous avez 40 ans, vous allez avoir besoin de lunettes à un moment donné pour lire. C'est pas parce que la chirurgie n'a pas marché, c'est juste un autre problème différent, là, comme la lentille à l'intérieur de l'œil qui devient plus dure avec l'âge. Ces patients-là peuvent avoir des lentilles intraoculaires multifocales aussi pour corriger ça plus tard. On peut faire des verres de contact aussi s'ils ne veulent pas avoir de lunettes. Il y a plein d'options pour ces patients-là. OK, je comprends. Puis, moi, j'avais une question par rapport à l'astigmatisme. C'est ça qu'on le dit. C'est le fameux œil en ballon de football, là, je crois. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que tu développes ça ou tu es comme ça à la naissance? L'astigmatisme, c'est un grand mot qui frappe beaucoup les gens parce que c'est un mot avec plusieurs lettres, avec des sons bizarres. Mais en tant que tel, c'est qu'une façon mathématique de décrire la prescription d'un patient. C'est qu'on a besoin de 2 prescriptions à l'intérieur de l'œil pour remettre les choses à focus. Donc, dans la prescription, on va avoir 2 chiffres avec un axe. Pourquoi on a de l'astigmatisme? C'est la courbure de l'œil qui va déterminer ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle qu'on a comme un œil en ballon de football. Votre œil n'a pas l'air d'un ballon de football, mais il y a une courbure différente dans 2 axes. Voilà. Fait que c'est un problème de vision, mais est-ce que tu es né comme ça ou ça te développe? En général, c'est beaucoup à la naissance que ça va être déterminé. La courbure de l'œil ne va pas beaucoup changer d'une année à l'autre. Ça évolue un petit peu avec l'œil qui mature et tout ça. Quand il y en a vraiment beaucoup, que c'est régulier, là, on appelle ça un kératocone. Dans le fond, c'est une déformation au niveau de l'œil. Je vois beaucoup de ces patients-là, justement, à la clinique universitaire de la vision pour faire un verre de contact spécial qui va améliorer la vision au-delà des lunettes. C'est meilleur, la vision en verre de contact chez ces patients-là qu'en lunettes. Ah, OK. Est-ce que les lunettes, je sais qu'il y a des lunettes à comme double foyer, là. Des fois, on peut voir une ligne dans la lunette, là. Tout à fait. C'est-tu pour l'astigmatisme, justement, qu'on a ces lunettes-là? Non, les lunettes à double foyer avec la ligne, c'est des foyers progressifs, mais avec une ligne dans le fond. C'est pour corriger la presbytie plutôt. C'est pour quand on a de la misère à lire les choses qui sont proches de nous, on a besoin d'une prescription pour de loin, puis une aussi pour la lecture. Donc, ça permet d'avoir 2 prescriptions à l'intérieur de la lunette. Le foyer progressif, quand il n'y a pas de ligne, c'est qu'il y a une progression entre la prescription de loin vers le bas pour la prescription de près. Voilà. Il y a un gradient de prescription dans la lunette. Puis la ligne dans la lunette, c'est quand tu regardes en bas de la ligne, j'imagine que c'est pour la vision de proche. Exactement. Puis en haut, c'est pour la vision de loin. Effectivement, oui. Mais j'avais déjà remarqué dans les lunettes des gens la ligne, puis j'étais là, ça sert à quoi? Mais ça doit te donner mal à la tête de tout le temps. Ben ça, je me dis. En fait. Non, en fait, la ligne, ça fait que l'œil, c'est précisément où aller regarder. En tant que tel, c'est plus facile, justement, là, pour aller regarder dans la lunette puis déterminer où bien voir pour avoir la bonne vision. Donc, non, c'est pas déstabilisant en tant que tel. Les foyers progressifs aussi, ça fonctionne super bien avec nos patients avec les nouvelles technologies. Il y a une petite adaptation, là, mais voilà, ça suit le mouvement normal des yeux. Là. Quand on va lire les choses qui sont proches de nous, c'est souvent plus bas. Donc, normalement, nos yeux vont aller dans le bas de notre lunette. Puis, voilà. OK. Mais c'est très intéressant. Mon Dieu, j'en ai vraiment beaucoup appris. Est-ce qu'on peut passer peut-être au sujet des conjonctivites? Je ne sais pas si vous êtes d'accord de passer tout ça à ce sujet-là, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est quelque chose, encore une fois, qui arrive beaucoup. Ça doit être l'autre 50% de nos questions en problèmes de santé oculaire en pharmacie. Les fameux œufs rouges. Puis là, tout le monde veut du polysporin. Tout le monde. Je pense que il arrive directement au comptoir avec la technicienne, puis je veux du polysporin. C'est la question. Puis là, nous, en tant que pharmacien, on se ramasse de comme... Là, il faut qu'on leur convainque que non, on n'a peut-être pas besoin du polysporin. Fait que, quand est-ce qu'on aurait besoin du polysporin? Peut-être commencer à parler un peu de comme des conjonctivites, qu'est-ce que c'est, le démystifier un peu, parce que je pense que, en tout cas, de notre expérience, de nos cours, on les conseille vraiment pas tant souvent que ça dans la pratique. Fait que... Puis malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Là. Fait que peut-être nous l'expliquer un peu. Oui, ben en fait, je dois le dire, depuis les dernières années, la plupart de mes patients se sont fait dire de ne pas prendre de polysporin, puis parce que justement, sur le terrain, les pharmaciens sont de mieux en mieux pour faire de meilleures recommandations. Fait que je vous remercie par rapport à ça. Puis de plus en plus aussi, les pharmaciens vont justement référer le patient directement à l'optométriste. Vous êtes mieux d'aller voir un opto pour avoir le bon diagnostic. Donc, avant de prescrire quelque chose, ils vont prescrire des lames artificielles en attendant, puis c'est parfait. Comme j'expliquais tantôt, là, la majorité des patients, c'est pas des infections au niveau des yeux, donc on n'a pas besoin d'antibiotiques. Si les yeux rouges, c'est un peu comme avoir un rhume, dans le fond. Plein de gens ont eu plusieurs rhumes tous les hivers, puis ils n'ont pas eu des antibiotiques nécessairement pour ça. Les antibiotiques sont réservés quand vous avez une pneumonie ou des choses comme ça. Mais c'est un peu la même chose au niveau des yeux. Vous avez passé à travers plusieurs rhumes sans avoir de médicaments, vous avez juste passé à travers, puis c'est parti. Ben, c'est un peu
peu la même chose au niveau des yeux. On n'irait pas prescrire un polysporin. Les yeux secs, c'est la grande majorité de ce que nos patients vont avoir comme problème. Donc, c'est des larmes artificielles la plupart du temps. Sinon, c'est des conditions inflammatoires, ce n'est pas une infection. Les gens vont avoir des yeux rouges puis avoir l'impression qu'ils ont une infection au niveau des yeux, mais l'œil doit être vraiment rouge pour que ce soit vraiment une infection. Puis c'est très rare. Notre système immunitaire va combattre la plupart des bactéries ou des virus qui vont se retrouver au niveau de la surface des yeux. Ils font le travail. Donc, ils vont nous protéger puis combattre ces infections-là à l'intérieur de 14 jours en général. Okay. Ça part par soi-même. Mais c'est ça, une conjonctivite, dans le fond, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé tantôt, c'est une inflammation au niveau de l'œil. Puis après ça, c'est déterminer c'est quoi l'inflammation au niveau des yeux. Puis la majorité du temps, c'est soit des yeux secs, soit des allergies ou peut-être avoir le rhume justement dans les yeux, l'adénovirus. Mais c'est excessivement rare qu'on ait une infection bactérienne. Là. C'est souvent des enfants qui vont s'être frottés les yeux parce qu'ils n'ont pas une hygiène comme les adultes vont l'avoir, vont beaucoup toucher les yeux. C'est un peu comme la pneumonie de l'œil parce qu'on s'est frotté les yeux, tout ça. Mais sinon, c'est ça, c'est des bad luck. Ils vont avoir une bactérie pathogène qui vont infecter leurs yeux, mais il va y avoir beaucoup de pus. La rougeur va être importante, pas juste du mucus le matin en se réveillant. Donc, c'est très rare qu'on va avoir ça. C'est ça, les sécrétions le matin, des fois, ça alarme beaucoup les gens. Puis c'est ça qui, quand on se réveille les yeux collés, on dirait qu'ils ont tendance à croire que directement, c'est une conjonctivite, mais au final, ça ne devrait pas nous alarmer tant que ça. Si c'est juste le matin. Effectivement. Effectivement, les larmes, quand ils vont... vous pouvez imaginer, pendant la nuit, dans le fond, nos larmes ne se promènent pas à l'intérieur de nos yeux. Donc, les larmes sont stagnantes. Fait que nos larmes, ils vont s'évaporer, puis il va rester juste le contenu des larmes. Puis ça va donner l'impression que c'est crème, mais c'est pas jaune ouvert en tant que tel. C'est du vrai pu au niveau des yeux. Vous allez en avoir pas juste le matin en vous réveillant, vous allez en avoir aussi qui va couler de vos yeux durant la journée. L'œil va être beaucoup plus rouge. Donc, un œil qui est collé le matin, ça peut être des allergies, le mucus qui s'est asséché au niveau des yeux, ou des fois, si on a justement le rhume dans les yeux, une conjonctivite à adénovirus, mais on peut avoir justement des larmes qui ont séché ou un peu d'inflammation, puis ça donne l'impression que l'œil est un peu collé, mais c'est pas une infection bactérienne. Encore une fois, on n'a pas besoin de polysporin. Voilà. C'est bon. Fait que polysporin réservé pour les yeux collants avec du pu toute la journée. En fait, non. Justement, le polysporin, là, je vais remettre... J'ai parlé un peu de mon parcours, mais dans une autre vie, j'ai déjà fait un bac en biologie médicale, donc je vais mettre mon chapeau un peu de microbiologiste, mais le polysporin, c'est pas le meilleur antibiotique sur le marché en tant que tel. Puis ça a tendance à beaucoup irriter les yeux. Donc, la plupart du temps, ça va empirer le diagnostic, ça va nous mélanger, nous, comme professionnels. Puis les patients, la plupart du temps, vont dire « ça chauffe », puis ça a juste empiré mes symptômes. Donc, c'est pas la chose qu'on recommande en première ligne. Longuant est meilleur, puis des fois en couverture la nuit, mais c'est excessivement rare qu'on va l'utiliser. Donc, en tant que tel, encore une fois, c'est d'aller voir son optométriste pour avoir le bon diagnostic, la bonne goutte. En attendant, mettez des larmes artificielles, ça ne va pas rien compliquer. Mais non, c'est ça, le polysporin, c'est pas le meilleur antibiotique. On va utiliser d'autres molécules qui sont plus performantes en gouttes, puis qui sont moins irritantes au niveau des yeux aussi. Puis est-ce qu'on est moins sévère, mettons en pharmacie, là, chez un enfant, une personne plus jeune qui aurait des symptômes de rougeur, de pu, mettons, dans la journée, le matin, est-ce qu'on serait tout de suite porté à commencer le traitement de polysporin avant qu'il voit un optométriste, ou même là, chez un enfant, on traditionnellement, on disait que chez les enfants, les yeux rouges, c'était plus souvent des conjonctivites bactériennes, mais ma réponse est un peu mitigée maintenant en 2023. Je me rends compte chez les enfants qu'il y a de plus en plus de conditions oculaires qui sont inflammatoires plutôt, puis on a traité avec des polysporins juste par prévention en tant que telle. Oui, effectivement, quand je l'ai dit tantôt, les enfants n'ont pas nécessairement la même hygiène qu'un adulte, vont beaucoup frotter leurs yeux, difficile d'avoir un contrôle là-dessus, donc il peut y avoir surinfection, mais ça reste encore la même façon de penser. Si on a des yeux très rouges, des sécrétions durant la journée, oui, ça peut être une conjonctivite bactérienne, mais je me rends compte chez les enfants qu'il y a autant, sinon plus, de conjonctivite adénovirus, du rhume dans les yeux, mais beaucoup de problèmes d'allergie, puis même la sécheresse oculaire, j'en ai parlé là, au retour de la piscine, les yeux rouges, c'est un classique. Souvent, c'est le clair qui irrite les yeux, donc juste des larmes artificielles fait la job. Mais aussi la sécheresse oculaire, justement, avec les écrans, où on cligne moins souvent des yeux. Je le vois de plus en plus chez les adolescents ou les enfants qui sont exposés à ça. Ouais. Parce qu'il y a des garderies là, qui exigent de leur enfant qui aille, je sais pas, le petit polysporin avec l'étiquette de la pharmacie. Avant de rentrer, oui. C'est quoi votre opinion sur ça? Bien, moi, en tant que professionnel, puis quand j'en parle avec les patients, c'est on ne refuserait pas à un travailleur de rentrer travailler parce qu'il y a un rhume en tant que tel. Puis c'est la même
même chose au niveau des yeux. Je trouve ça un peu extrême d'attendre 7 à 14 jours qu'un enfant retourne à la garderie parce qu'il y a un rhume à l'intérieur des yeux. Effectivement, la contagion est quand même significative. Puis à cause que les enfants n'ont pas une hygiène à tout casser, ils mettent les jouets dans de la bouche, ils ne se lavent pas les mains, ils vont toucher leurs yeux, tout ça. C'est sûr que la contagion est beaucoup plus rapide, plus facile chez les enfants. Est-ce qu'un polysporin va aider? Non, en fait, en tant que tel, il faut attendre que ça passe. Pour le confort, par contre, c'est important de consulter quand ça peut devenir plus significatif. On peut avoir beaucoup d'inflammation à l'intérieur des yeux, puis on veut éviter ça en tant que tel. Puis des gouttes de cortisone vont apaiser l'œil puis rendre l'œil plus confortable. Puis les patients sont capables de retourner plus rapidement sur le marché du travail si c'est des adultes, avec un plus de confort, ou sinon chez les enfants, d'avoir une récupération un petit peu plus rapide. Ouais. OK. Fait que quand les parents me demandent est-ce que vous pourriez me prescrire le polysporin parce que sinon mon enfant ne pourra pas retourner à la garderie, des fois je vais leur écrire la prescription puis de le montrer, mais sinon c'est surtout justement d'écrire un mot, de dire l'enfant il y a une conjonctivite adénovirus, il n'y a pas de traitement, je ne recommande pas un retrait de la garderie en tant que tel, ce serait plus ça. Puis des fois, ça fait la job, mais les standards, dans le fond, ce qui est recommandé dans le système scolaire, des fois, c'est pas ça, mais je fais du mieux que je peux, dans le fond, avec un petit mot, puis la plupart du temps, ça passe. C'est parce que c'est difficile des fois parce que des fois, tu sais, le parent, ça m'est arrivé, le parent il comprend, mais tu sais, il est confronté à que lui, il faut qu'il rentre demain travailler, puis si son enfant n'a pas sa prescription de polysporin ou qu'il n'y ait pas le petit étiquette de la pharmacie, il rentre pas, fait qu'il manque une journée de travail. Fait que des fois, c'est dur de se confronter un peu au système scolaire, mettons, qui n'est peut-être pas à jour par rapport à la santé, mais c'est difficile à comprendre pour eux aussi. En même temps, c'est pas des professionnels de la santé. C'est un peu normal, là, voilà. Oui, vraiment. Puis, fait en gros, polysporin, c'est presque jamais, dans le fond. C'est pas mal ça, effectivement. J'imagine que ça peut contribuer un petit peu aussi à la résistance aux antibiotiques de se mettre du polysporin sans raison aussi. Là, tout à fait. C'est un sujet qui est très d'actualité, les résistances aux antibiotiques. Il faut faire attention, il faut les utiliser quand on en a besoin parce que si justement on devient résistant, nos bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, puis on peut avoir des problèmes de santé qui sont pas traitables. On peut mourir de ça. Là, donc, c'est important là, de faire attention par rapport à ça. Puis là, quelqu'un qui a une conjonctivite bactérienne, vraiment là, du pus, puis on vous envoie le patient en consultation à l'optométriste. Là, vous allez prescrire un antibiotique, mais qui ne sera pas le polysporin, qui va être, j'imagine, un autre dans nos onguents antibiotiques pour les yeux. Pas nécessairement onguents, des gouttes. C'est beaucoup les gouttes. Là. Okay. Les fluoroquinolones, c'est beaucoup ce qu'on utilise en première ligne, mais il y a d'autres molécules aussi, les macrolides, il y a plein d'autres molécules. Okay. Ouais. Ça va dépendre. Je vais voir, selon ce que le patient a déjà utilisé dans le passé, ce à quoi il a répondu, s'il a déjà utilisé des antibiotiques. Mais c'est beaucoup les fluoroquinolones, effectivement. Puis là, on a parlé de, quand c'est un rhume dans les yeux, on a parlé de la bactérie, mais je sais qu'il existe aussi la conjonctivite qui est allergique, donc causée par un allergène. Est-ce que la prescription ou qu'est-ce qu'on conseille va changer pour ces personnes-là qui ont c'est plus causé par un allergène, c'est plus une réaction allergique? Oui, on va utiliser des gouttes qu'on appelle des gouttes combo où est-ce qu'il y a un antihistaminique dans la goutte avec un stabilisateur des mastocytes. Le mastocyte, c'est la cellule qui relâche l'histamine qui crée la réaction allergique. Donc, c'est les gouttes de choix pour ces patients-là. Pour avoir l'effet complet, ça prend à peu près 30 jours, à peu près 3 à 4 semaines. Mais des gouttes comme le Patanol, Patadé, le Bepreve, le Zadistar, c'est des gouttes qu'on va prescrire beaucoup chez ces gens-là. S'il y a une réaction allergique qui est très prononcée, qui est très active, on va essayer de diminuer avec de la cortisone pour un peu remettre le système immunitaire à neutre, puis que la goutte pour antihistaminique ou anti-allergique va faire son effet pour essayer de stabiliser l'œil à long terme. Okay. Mais si c'est ça, le patient a d'autres symptômes, puis vous prescrivez des Péros aussi, ça peut créer un peu de sécheresse au niveau des yeux. Des fois, la concentration n'est pas suffisante pour se rendre dans l'œil, mais aussi ça va avoir un impact sur le confort au niveau des yeux. Ouais. Mais toutes les gouttes que vous avez parlé, là, c'est des choses qui sont sous prescription. Oui, tout à fait, exact. C'est sous prescription. Je ne sais pas si vous avez le droit là, maintenant de prescrire les combos antihistaminiques stabilisateurs. On a le droit de represcrire. Un diagnostic qui a déjà été émis par... un médecin seulement, si je ne me trompe pas. Mais je pense que ça change. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est par un professionnel de la santé maintenant. Je pense que ça a changé depuis la loi 31. Mais bon, très bémol. Effectivement, je ne vois pas pourquoi que
Ouais. un optométriste Exact. qui prescrit ça, vous ne pourriez pas renouveler Mais notre on a le prescription. Promolin, il me semble, là, qu'on en Ouais. annexe. Ça, Ouais. effectivement, c'est OTC, c'est un médicament En vente libre. Ouais. C'est pas mon médicament préféré. Je l'utilise seulement chez les patients qui veulent absolument quelque chose qui est couvert par la RAMQ. OK. Il faut l'utiliser 4 fois par jour pendant 3 à 4 semaines avant d'avoir l'effet complet, mais les patients ne font pas ça. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau pour moi, ce médicament-là. Là. C'est une vieille technologie. Là. Puis il n'y a pas de. C'est le 3-4 semaines, c'est l'effet complet ou il peut Ouais. avoir. OK, mais est-ce qu'il peut avoir début de changement des symptômes en 2-3 jours? Même Non, pas? non, OK. vraiment, c'est comme le nom l'indique, c'est un stabilisateur de la cellule mastocyte. Donc, votre mastocyte va relâcher de l'histamine, puis ça prend un certain temps avant que la cellule se calme en tant que telle. Donc, quand la réaction inflammatoire est déjà installée, si on ne la brise pas, malheureusement, ça va continuer à se perpétuer. Là. Donc, ouais. Puis qu'est-ce que vous pensez des gouttes? Je sais qu'il en existe, là, des fois des hydrasense ou je sais pas, c'est Citane, des fois que c'est allergie. Là, ils ont comme publicisé ça comme allergie. Est-ce que ça serait une solution ou est-ce... Il y a plusieurs lames artificielles qui sont développées avec des qu'on dit qu'il y a des vertus au niveau d'aider pour les allergies. Est-ce que c'est... Je pense pas nécessairement que c'est aussi efficace que des composés pharmacologiques. Puis leur prétention, c'est encore à vérifier selon des études. Par contre, est-ce que c'est mal de mettre des lames artificielles dans le cas d'une allergie? Définitivement pas. Il y a deux choses en fait, deux choses que je veux mentionner par rapport aux allergies, c'est qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, quand on fait des études chez les patients qui ont de la sécheresse oculaire et des allergies, les molécules inflammatoires qui sont impliquées sont les mêmes. Donc, puis ça donne des symptômes assez similaires. Donc, quand on traite un œil pour la sécheresse oculaire ou les allergies avec des lames artificielles, on va aider pour les symptômes. Donc, Puis deux, utiliser des lames artificielles, qu'est-ce que ça a comme effet? Dans le fond, ça va diminuer l'allergène, la concentration, donc moins une réponse inflammatoire sur la surface de l'œil, puis ça va le drainer à l'extérieur de l'œil lorsque ça va couler. Donc, c'est pas mauvais d'utiliser des lames en attendant de consulter son opto pour avoir une prescription justement pour les gouttes pharmacologiques. OK. C'est quoi la différence entre là, je reviens un peu en arrière, la conjonctivite bactérienne et la conjonctivite à adénovirus qui est comme virale? Y a-t-il une différence? Y a-t-il moins de sécrétion dans celle qui est virale? Est-ce que vous avez un podcast sur les bactéries puis les virus? Non, mais ça encore. pourrait être une autre idée. Une autre Il faut idée. distinguer les... évidemment, un microbiologiste, ça aiderait beaucoup les gens pour comprendre. Mais avec la COVID, on a eu beaucoup de reportages là-dessus. Mais la COVID, l'adénovirus, ce sont des virus. Donc, c'est des pathogènes qui se répliquent à l'intérieur des cellules. Les bactéries se répliquent à l'extérieur des cellules. Donc, c'est pas le même type de microbes en tant que tel. Donc, les bactéries devaient être tuées avec des antibactériens, des antibiotiques. Puis, les antiviraux vont traiter les virus à l'intérieur des cellules, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, c'est très, très ciblé en tant que tel. Donc, les antiviraux qui existent au niveau des yeux, c'est beaucoup pour l'herpès oculaire, le zona. Mais c'est ça pour l'adénovirus. Dans le fond, c'est d'attendre que le système immunitaire fasse son travail. En clinique, il y a certaines cliniques qui vont avoir du bétadine, qui est un agent, dans le fond, désinfectant au niveau des yeux, qui peut être utilisé pour justement essayer d'éradiquer le virus sur la surface de l'œil pour accélérer la guérison. Mais ça dépend de quelle clinique. C'est pas toutes les cliniques qui sont impliquées, qui sont équipées de ça. Mais c'est un autre traitement aussi qui peut être utilisé pour les conjonctivites adénovirus. Donc, au niveau des symptômes, ça va différer aussi. Oui, tout à fait, oui. Les conjonctivites à virus, ça va être plus un larmoiement des yeux, sensibilité à la lumière, une rougeur qui est plus modérée, c'est plus un œil qui a l'air rose un peu, un petit début de rougeur. Les conjonctivites bactériennes, puis en général, c'est les deux yeux parce que c'est assez contagieux, les conjonctivites adénovirus. Par contre, une bactérienne, c'est presque tout le temps un œil seulement. L'œil va être beaucoup plus rouge, la rougeur va être plus diffuse, plus de sécrétions jaune-verte qui vont couler même durant le jour. Ouais. OK. Avec les adénovirus, ça va se restreindre aux larmes, très rarement du mucus. OK. Puis, qu'est-ce que j'allais dire par rapport au conjonctivite? J'ai oublié ma lignée, mon idée, mais ça me fait penser les bactéries, les virus. Est-ce que c'est ce qui cause aussi le change de sujet par rapport aux orgelets, aux chalazions? Est-ce que c'est des bactéries et des virus qui causent ces symptômes-là? C'est comme une petite bosse au niveau de la paupière? Les orgelets et les chalazions en tant que tels, j'en ai parlé tantôt au niveau des paupières. Si vous imaginez mes mains, les doigts, c'est comme des tubes qui sécrètent la première couche des larmes. Puis un orgelet, dans le fond, c'est une de ces glandes-là qui va boucher. C'est exactement comme avoir un bouton. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, quand un patient appelle pour ça, si on vous dit qu'on n'a pas de place aujourd'hui puis que c'est pas urgent, il faut pas... encore une fois, je comprends les patients de s'inquiéter parce que c'est au niveau des yeux. Nos yeux, c'est important, mais un patient qui a un bouton d'acné, on le verrait
pas en urgence en tant que tel. Ben, c'est un peu la même chose au niveau des yeux. Donc, est-ce que c'est une infection? C'est plus une inflammation qui est due justement au blocage de ces glandes-là à l'intérieur de la paupière. Il y a, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est essayer de stimuler la réponse immunitaire puis le drainage de cette glande-là en utilisant des compresses d'eau chaude. J'ai des collègues qui utilisent des fois un anti-inflammatoire pour essayer de diminuer l'inflammation autour. Moi, personnellement, c'est pas mon approche. Je préfère juste le remède grand-mère, le remède traditionnel de mettre des compresses d'eau chaude ou un masque chauffant qui est disponible en pharmacie, qu'on peut mettre au micro-ondes puis qui donne la bonne température. Puis d'attendre que ça passe. Si après un mois, il y a encore une bosse, même après 3 à 4 mois, il y a encore un drainage de cette glande-là qui se fait de façon naturelle chez le patient. C'est rare que les ophtalmologistes vont vouloir en hôpital, en tout cas, du moins opérer ces patients-là, même avant 1 an des fois. Donc, si le patient sent encore la bosse au niveau de sa paupière puis qu'il y a un inconfort, des fois, au niveau chirurgical, il va être enlevé par un ophtalmologiste spécialiste des paupières. La plupart du temps en clinique privée, mais en hôpital, c'est très long les délais. Là, c'est presque 1 an ou même plus. Puis, c'est ça. Donc, on a parlé d'orgelet. Donc, l'orgelet, c'est comme la phase plus inflammatoire qui débute. Puis, donc, c'est pas vraiment une infection au niveau des yeux. Puis c'est ça la phase plus tardive où est-ce que ça devient un peu plus induré, puis où est-ce qu'on va sentir un peu une bosse quand on va cligner, c'est un chalazion. Là. Donc c'est ce qui reste après, c'est comme un peu une calcification ou un durcissement des sécrétions qu'il y avait à cet endroit-là. Est-ce que c'est garanti que quand on a un orgelet, on va développer un chalazion? Non, parce que des fois l'orgelet va se drainer puis qu'on n'aura pas le chalazion après. Ouais, le chalazion, c'est la complication de l'orgelet. Il peut y avoir une complication, un autre stade, je dirais plutôt. OK. Ouais. Puis, c'est-tu plus loin dans la paupière ou plus proche? Pas nécessairement, des cils? non. C'est au même endroit où est-ce qu'il va y avoir une congestion. Ça peut être effectivement proche des cils, mais ça peut être plus profondément. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour le chalazion? C'est-tu la même chose, des compresses d'eau chaude? C'est la même chose, c'est ça. Dans le fond, on fait le traitement, on chauffe pendant 1 mois avec le masque. Si ça part pas, on laisse le corps essayer de le drainer par soi-même. Puis, si ça part pas, encore une fois, puis le patient a un inconfort, on réfère un ophtalmologiste. Un optométriste peut faire ça pour vous. Là. Ouais. Fait que l'orgelet peut être partout sur la paupière. Y a des endroits plus spécifiques? Non, ça peut être autant en haut, la paupière du haut, du bas, gauche, droite. Oui, effectivement. OK, au milieu de la paupière. Oui, exact. Ça peut être plus haut, comme si vous imaginez encore les doigts dans les paupières, qui sont des tubes à l'intérieur de la paupière, ça peut être au bout, comme ça peut être un petit peu plus profondément. C'est plus rare, plus profondément, c'est plus au bord des cils, mais oui, effectivement, ça peut être plus loin. Est-ce que ça se peut que dans la paupière, dans le sens que, il me semble qu'un orgelet, d'habitude, on le voit à l'extérieur, mais j'ai déjà eu un patient qui m'a levé sa paupière, puis il y avait comme un point blanc. C'est souvent, tu vas voir l'orgelet comme par l'intérieur, dans le fond, parce que le tissu est un petit peu plus transparent. Là, c'est la même, exactement. Même affaire, ça signifie pas quelque chose de plus sévère ou une autre condition. Non, ça peut perforer, effectivement, puis rétroverser, qu'on appelle, mais en général, c'est contenu à l'intérieur de la glande. Ouais. Puis j'imagine que c'est vraiment pas conseillé d'essayer de percer cet orgelet-là. Ça dépend. Si c'est à la base des cils, il y a des bons risques qu'on soit capable, justement, en le réchauffant, dans l'appuyer, puis que ça le draine. Mais si c'est plus profond, il y a des risques que, justement, ça n'aille pas à l'orifice, que ça perce vers l'intérieur, puis là, on a des risques de cellulite puis d'infection au niveau des yeux. Ouais. Donc, on veut pas ça, idéalement. Fait qu'en mettant les compresses d'eau chaude ou d'eau tiède ou les masques chauffants que vous parliez en pharmacie, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça dilate, j'imagine, la glande pour laisser passer les sécrétions? Bien, c'est quand on a une inflammation au niveau des tissus, il y a un apport de sang. Donc, il va y avoir une enflure puis des liquides qui vont se drainer à cet endroit-là pour essayer de combattre l'inflammation ou l'infection. Bien, c'est un peu la même chose en faisant une compresse d'eau chaude, c'est de créer une inflammation, puis un drainage pour essayer d'aider à stimuler justement la réparation du tissu à cet endroit-là. Ouais. OK. Puis des fois, est-ce que c'est possible que qu'est-ce qui cause l'inflammation de la glande ou quoi que ça soit une bactérie ou c'est pas vraiment? Pas vraiment en tant que tel. Je pense que je gère un petit peu, là, mais je sais que dans l'acné en tant que tel, il y a une bactérie qui est associée à ça. Il y a effectivement des bactéries normales qu'on a dans notre flore normale bactérienne qui peuvent justement être un peu plus opportunistes puis se répliquer à cet endroit-là, mais c'est encore une fois pas vraiment un pathogène, c'est pas une infection, c'est surtout de l'inflammation à cet endroit-là. C'est du matériel. Dans le fond, dans la glande, il y a des lipides qui sont sécrétés dans la première couche des larmes. Puis, c'est quand ces gras-là, dans le fond, sont plus épais, se congestionnent, ça va créer une inflammation, dans le fond, à cet endroit-là. C'est surtout l'inflammation.
OK. Fait que pas besoin de polysporin encore, pas besoin de médicaments. Moi, c'est pas mon soit. approche. Je pense pas qu'un anti-inflammatoire à cet endroit-là a vraiment un impact, mais j'ai des collègues qui l'utilisent. Ça va dépendre d'un patient à l'autre, la réponse, tout ça. Moi, je pense que c'est surtout justement les compresses qui vont beaucoup aider, puis d'attendre que le corps le combatte en soi. Puis l'hygiène des paupières là-dedans, est-ce que ça a un lien ou pas tant que ça va pas améliorer la condition plus que des compresses? Quand j'ai parlé tantôt de sécheresse oculaire, qu'il y avait un lien justement avec les glandes à l'intérieur des paupières qui fonctionnent moins bien, ces patients-là ont tendance à faire plus d'orgelets. Donc, si on fait une bonne hygiène des paupières, incluant justement un masque en prévention, là, une fois par jour, 5 minutes, genre, ça aide à ce que justement ces glandes-là fonctionnent mieux, drainent mieux, puis qu'il y a moins de chances qu'il y ait d'orgelets. Est-ce que ça va les éviter, les empêcher? Non, mais ça aide justement par rapport à ça. Puis définitivement, ça aide les patients pour leurs symptômes d'œil sec aussi. Puis je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il existe des lingettes, là. Ouais. Système, je sais pas quoi. Système lingette, ouais. C'est pas nécessairement le savon qu'on préfère. On a des produits en bureau, des fois, qu'on préfère utiliser, mais oui, effectivement, l'hygiène des paupières à la base des cils, il y a un gros buzz autour de ça. Il y a un gros intérêt. On pense que des parasites qu'on a dans la flore normale de nos follicules pileux dans notre corps, qu'on appelle, le nom m'échappe, là, pour les Demodex, pardon, qui seraient impliqués justement dans les bléphaриtes, puis on a des produits ciblés pour ça en tant que tel qu'on peut utiliser pour l'hygiène des paupières. Mais c'est ça, bref, ça fait des pellicules un peu à la base des cils qui ont tendance à tomber dans les yeux ou à donner un inconfort à la base des cils, puis on va essayer de nettoyer cet endroit-là pour justement améliorer le confort puis la sécheresse chez ces gens-là. Est-ce que c'est recommandé de le faire pour tout le monde ou certaines personnes en particulier devraient le plus le faire? Le faire pour tout le monde, si on n'a pas de symptômes, je pense pas que c'est nécessaire de le faire. En tant que tel, une bonne hygiène corporelle régulière, c'est très bien. Mais c'est ça, donc, pour les patients qui ont justement quand on fait un examen de la vue, on voit qu'il y a beaucoup de croûtes à la base des cils qui ont des symptômes. Ben, c'est sûr qu'on va aller cibler le traitement des paupières. Là. Donc, il y a des gens, des fois, ils pensent que c'est juste mettre des gouttes, régler la sécheresse oculaire, mais les gens qui ont ça, les blépharites, là, donc les dépôts à la base des cils, c'est comme des pellicules à la base des cils, il faut aller faire un shampoing des cils à cet endroit-là. Et puis ce shampoing-là, est-ce qu'on le retrouve en pharmacie ou c'est vraiment... Je parle shampoing, je parle de façon métaphorique. Ouais, Bref, c'est d'utiliser un agent produit, nettoyant, dans le fond, pour bien nettoyer à la base des cils. Cet agent-là, on l'a dans nos tablettes à la pharmacie? En général, les produits qui sont accessibles au Demodex, je pense que vous en aviez un, mais qui est discontinué. Il n'est plus disponible pour justement cibler le Demodex, mais on a plusieurs produits de nettoyage en pharmacie, puis sinon des traitements ciblés justement aux glandes à l'intérieur des paupières qui vont faire un traitement de ça, entre autres. Comme l'IPL, ça c'est que j'ai parlé tantôt, là, des machines avec un laser qui vont traiter au niveau autour des yeux. Ça va traiter aussi la blépharite un peu. Ouais. OK. Fait que au quotidien, pour l'entretien le bonne hygiène des yeux, l'hygiène normale est correcte. On n'a pas besoin... Démaquillage tous les soirs pour mesdames et messieurs, on est en 2023, mais ouais, définitivement démaquillage tous les soirs. Puis c'est ça, donc s'il y a des croûtes à la base des cils, tout ça, d'aller les nettoyer selon la recommandation de votre optométriste, effectivement. Ouais. Puis le maquillage, justement, c'est le mascara. Là, moi, je mets du mascara. Est-ce que ça peut augmenter les chances d'avoir des orgelets? Si on l'enlève pas, ça a tendance à bloquer justement l'orifice des glandes à la base des cils. Donc, on recommande de toujours l'enlever à tous les soirs. Okay. C'est ce que je disais tantôt, je viens de dire. Puis l'autre chose, c'est, qu'est-ce que j'allais dire, en tant que tel, au niveau du maquillage aussi, on va essayer de ne pas dépasser la ligne des cils parce qu'en arrière des cils se trouve l'orifice des glandes. Donc, on essaie d'arrêter à la ligne des cils, idéalement. Okay. C'est une autre bonne mesure d'hygiène au niveau des yeux. Puis quand on a une infection, est-ce que, mettons, je pourrais réutiliser mon même mascara ou il faut que je le change, vu qu'il a peut-être été en contact avec... C'est une super bonne question que tu poses, mais en théorie, lorsqu'il y a une infection au niveau des yeux, on a une conjonctivite qu'on pense à adénovirus ou bactéries, on aurait tendance à vouloir changer le maquillage qui est en contact. On veut changer le verre de contact si on portait des verres de contact, l'étui, la solution, on repart à neuf. C'est ça l'idéal. Puis même les serviettes qu'on utilise, par exemple, pour se laver le visage ou quoi que ce soit, j'imagine qu'on doit les changer aussi. Une bonne hygiène de ces serviettes ou des trucs qu'on utilise pour se nettoyer, effectivement, là, quand on expose à l'eau, puis vu que ça fait des moisissures, des choses comme ça, on est mieux d'en utiliser une fraîche à chaque jour, effectivement. Là. OK. Ouais, de laver après utilisation. Ouais.
OK. Puis là, blépharite, on l'a dit. Là, on parlait de serviettes. Tu parlais de serviettes de coton, là, où tu parlais des lingettes. Il y en a deux. Il y a Systane puis il y a Silnet, il me semble, qu'on a sur les tablettes. Systane et Silnet, en fait, c'est juste un rebranding. Dans le fond, Silnet a été acheté, puis c'est devenu Systane Lingette. C'est la même chose. Exactement, c'est la même compagnie qui fait les deux. OK. Ben, c'est bon à savoir pour la... Ça, c'est pas tant recommandé. Dans le sens, il y a du savon. C'est que c'est un savon, ça aide un peu pour les symptômes, ça enlève les pellicules, mais ça n'a pas d'effet thérapeutique en tant que tel. J'ai parlé tantôt de Demodex. Il faut utiliser des produits à base d'huile de thé ou le 4-terpinol dedans. Ça chauffe beaucoup au niveau des yeux, donc ça prend justement des bonnes recommandations avec les optométristes. J'ai souvent des échantillons pour que le patient laisse avant d'acheter. Là. Puis c'est souvent en clinique que ça va se faire. OK. Puis là, je change de sujet, mais c'est quoi dans ta pratique quotidienne les fois que tu as eu à intervenir auprès des pharmaciens? T'es-tu tant que ça en communication avec nous ou pas vraiment? Les interactions directes que j'ai avec les pharmaciens, c'est souvent quand vous nous appelez pour des substitutions de médicaments. Il y a beaucoup de ruptures de stock de ces temps-ci. On en entend parler. Là, c'est un sujet d'actualité dans votre domaine. Donc, pour remplacer une molécule, c'est surtout ça. Des fois, les patients vont avoir de la difficulté à payer certains médicaments. Vous nous offrez vous avez discuté avec le patient, puis parce que le patient est gêné nous, on ne parle pas vraiment de prix des médicaments en tant que tel. Il arrive chez vous, puis là, il se rend compte qu'ils ne peuvent pas se le permettre, puis vous nous offrez des alternatives. Donc, ça, c'est directement. Indirectement, je l'ai dit tantôt, là, de plus en plus, j'ai des patients qui me disent « Mon pharmacien m'a dit de venir me voir avant de mettre quelque chose dans mes yeux. Il m'a recommandé des larmes artificielles en attendant. » Je leur dis toujours « Vous avez un bon pharmacien, gardez ce pharmacien-là. Je vous envoie des fleurs. » Mais bref, indirectement, c'est comme ça que j'interagis avec les pharmaciens. Moi, c'est sûr qu'à cause de mon travail, vu que à chaque année, j'enseigne 2 heures à la faculté de pharmacie, j'ai contact avec vous un petit peu plus sur le terrain en tant que tel. Okay. Parce que la collaboration optométriste et pharmacien, mis à part via les prescriptions, tout ça, on n'a pas de ligne directe, comme, comment dire... en tout cas, de mon expérience, j'ai pas vu des pharmaciens appeler des optométristes souvent pour des problèmes, mais est-ce que tu penses que ce serait une bonne alternative, une bonne option de comme, les patients qu'on a en commun, qu'on se développe une façon de faire pour... Tout à fait. En fait, je crois beaucoup à l'interdisciplinarité en tant que telle, que je pense que les meilleures pratiques en optométrie, c'est quand les différents professionnels de la vision interagissent bien ensemble, les opticiens, les optos, les ophtalmologistes. Je pense que sur le terrain, au niveau des soins de santé, on a intérêt à se parler puis à communiquer l'information. On va bientôt avoir accès au DSQ, le dossier de santé québécois. Vous n'avez pas accès encore? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Mais c'est que souvent, c'est ça, ça va être une profession qui va le demander ou qui va être ciblée, puis les professions similaires, admettons, vont par la bande se retrouver à avoir la même chose. Okay. Vous êtes des professionnels de santé de la première ligne. Nous aussi, beaucoup de parallèles dans nos professions entre vous et moi. Puis nos autres professionnels aussi collaborent beaucoup par rapport à ça. On a tendance à justement bien s'entendre en général. On ne se pile pas beaucoup sur les pieds. Mais bref, c'est de partager l'information, c'est quelque chose, ou de la collaboration. Je pense que c'est tout le monde gagne là-dedans. Nous, on comprend mieux qu'est-ce que le patient utilise. Admettons, on a tous ces médicaments. Même quand je faisais mon stage aux États-Unis, quand j'étais étudiant, je suis allé dans un hôpital pour les vétérans. Puis dans le temps, il y avait un dossier informatisé. Je pouvais avoir accès à la consultation du médecin généraliste, tous les spécialistes, les imageries médicales. J'avais toute sa liste de médicaments au dossier. Donc, c'est une montagne d'informations qui est super utile. Puis d'avoir toutes ces informations-là, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des yeux de mes patients. Puis lorsque c'est le temps justement d'interagir, on a un meilleur partage d'informations. Puis le patient est gagnant là-dedans en tant que tel. Il y a des meilleurs soins. De plus en plus, la santé, la façon traditionnelle de le voir, si on a un problème, on prend un médicament puis ça le guérit. Mais c'est plus vraiment ça, c'est plus complexe. C'est des trucs qui sont multifactoriels. On a besoin de plusieurs intervenants. Puis je pense que c'est ça, l'interdisciplinarité, j'y crois vraiment beaucoup. Ça prend vraiment beaucoup de collaboration pour bien régler ces problèmes-là, qu'il y ait plusieurs personnes qui s'en parlent. Puis c'est sûr qu'en tant que tel, juste de dire d'aller voir son opto, c'est déjà une super bonne première étape, dans le fond. Si vous faites ça déjà sur le terrain, c'est exceptionnel. Je vous ai déjà suggéré aussi, dans le cours aussi, si vous voulez remplir des petits papiers, faire des recommandations, carrément appeler l'optométriste, je n'aime pas ça, je pense que ce patient-là, il y a telle chose, veux-tu le voir?
on pourrait parler directement au pharmacien, ça peut se faire, mais en général, quand le patient dit les mots magiques, quand il appelle au bureau, c'est comme si on vous parlait à vous en tant que tel aussi. Fait mais bref, oui, c'est un domaine à explorer, puis définitivement, il pourrait avoir des partenariats définitivement plus serrés, ou en tout cas, on pourrait se parler de façon plus directe, plus souvent, je suis sûr. Puis est-ce que, je sais qu'en pharmacie, on a beaucoup de questions sur les yeux, mais aussi les yeux de nos animaux de compagnie. Toi, les patients en profitent des fois pour te poser une petite question là, pendant un rendez-vous annuel. Ça m'est déjà arrivé d'effectivement d'observer certains canins ou en fait c'est ça les lames artificielles entre autres, on en a prescrit des fois chez certains chiens ou animaux. Puis d'ailleurs chez une de mes amis qui son chien était suspect de glaucome, puis en attendant qu'il voit l'ophtalmologiste pour canin, en fait, j'avais amené mon instrument pour mesurer la pression, puis j'ai observé son œil, tout ça. C'est mon premier patient canin que j'ai observé à vie. Voilà. Mais effectivement, il y a les molécules que les animaux vont utiliser, c'est souvent des molécules justement pour les êtres humains, donc ça va être... mais c'est pas... Nous, on n'est pas vétérinaire, là, mais c'est des trucs similaires qu'on va utiliser chez les animaux par rapport aux êtres humains. Moi, j'ai pas prescrit rien pour à part des trucs comme des lames artificielles ou des choses comme ça que j'ai recommandé à des animaux qui avaient l'air d'avoir la sécheresse des yeux ou beaucoup de sécrétion. Mais effectivement, j'ai eu 1 ou 2 patients canins. Parce que nous, ça nous arrive souvent. Là, souvent, je veux dire, c'est pas comme fréquent, mais c'est comme quelques fois là, qu'il y a des patients qui vont nous demander du polysporin pour leur animal de compagnie. Puis là, ça va être dans quel dossier? Ben, c'est pas mon chien. Mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est un peu la même chose pour nous. C'est ça. C'était un peu tout le temps ambigu parce que ça prend un examen justement d'un vétérinaire. Puis les gens, ils sont comme des fois pas au courant parce que, tu sais, c'est en vente libre, là, théoriquement, le polysporin. Fait que des fois, il y en a que ça choque là, qu'on leur dise non. Là, fait que ça doit être un peu confrontant aussi pour vous, des fois, quelqu'un qui essaie de passer par l'optométriste. C'est pas aussi fréquent que vous, probablement. C'est jamais arrivé à ce point-là, je dirais. Mais souvent, ils vont poser des questions. Mais ils savent qu'on est plus, c'est ça, des professionnels de la santé des yeux, mais des êtres humains. Puis si on parle aussi de la collaboration encore un peu pharmacien-optométriste, est-ce que toi, ça va t'arriver dans ta pratique justement d'avoir besoin de parler au pharmacien pour comme... certains médicaments que la personne peut prendre qui peut peut-être affecter la vision, avoir des renseignements par rapport à ces médications, ou c'est pas tant fréquent? C'est sûr que les médicaments que les patients prennent, il y a un impact au niveau des yeux. Je l'ai dit à mes patients, je sais que ça n'a pas l'air d'avoir de lien avec les yeux, mais c'est que la condition pour laquelle vous prenez votre médicament ou le médicament en soi, il y a une interaction avec les yeux, puis on doit le savoir. Mais bref, ma recommandation, c'est à chaque fois que vous avez un patient d'offrir toujours d'avoir une petite liste qu'ils peuvent garder dans leur portefeuille. C'est l'idéal quand ils arrivent à mon bureau. Dans le fond, ils vont le donner au staff en avant. On fait une photocopie où on va copier dans le dossier les médicaments jusqu'à ce qu'on ait le DSQ. Là. Mais sinon, est-ce que j'ai déjà appelé carrément un pharmacien pour avoir les médicaments? Je mets plutôt la responsabilité de ça au patient en tant que tel. J'ai jamais dit, admettons, j'ai jamais été dans une situation où est-ce que le patient savait tellement pas ce qu'il mettait ou prenait que je voyais quelque chose à l'intérieur des yeux. J'ai senti que j'avais besoin nécessairement d'appeler un pharmacien pour en avoir le cœur net. Là. Mais de toute façon, si j'ai des doutes ou quoi que ce soit, on réfère à un ophtalmologiste ou quoi que ce soit, là, dans le fond, si c'est nécessaire, si on voit quelque chose d'inquiétant. Mais non, effectivement, ça ne m'est pas arrivé d'appeler pour avoir la liste. Mais il y a des patients qui l'offrent des fois. Ils disent, vous pouvez appeler, ils vont vous la faxer. Puis si je vois que c'est un patient qui est multimédicamenté et qui a l'air d'avoir beaucoup de problèmes lourds, déjà peut-être avoir un petit peu plus vouloir avoir une idée de ça. En tout cas, il y a clairement place à une meilleure collaboration entre les pharmaciens. Ce serait intéressant aussi, tant pour vous que pour nous. Ça l'augmenterait notre rayon, puis on pourrait davantage aider les patients d'avoir cette meilleure collaboration-là. On a invité plusieurs personnes sur le podcast des nutritionnistes, des physios, d'autres pharmaciens. J'oublie tous les professionnels qu'on a eus, mais bref, à chaque fois, c'était tout le temps un peu le même discours de comme, il me semble qu'on bénéficierait davantage dans notre profession personnelle, mais aussi pour le réseau de la santé au complet, d'avoir cette meilleure collaboration entre tous ces professionnels de la santé-là à l'extérieur, parce qu'à l'hôpital, souvent, il y en a une bonne entre tous les professionnels de la santé parce qu'on est tous à la même place, mais des fois, c'est comme à l'externe, ça devient difficile, surtout quand c'est tous des cabinets privés, de trouver un point commun dans tout ça, mais je pense que
les professionnels et les patients en bénéficieraient davantage. Tout à fait. Là, C'est sûr qu'il y a un souci d'efficacité là, aussi. Là. Si, dans le fond, de se parler, ça prend autant de temps que voir le patient. Des fois, c'est plus rapide de voir le patient directement, mais qu'on ait accès à de l'information partagée, c'est sûr que définitivement, ça permet d'avoir une vision plus globale de la santé des patients puis d'avoir des meilleures interactions efficaces pour que le système de santé soit plus efficace puis que ça donne de meilleurs soins de santé aux individus dans le système de santé. Ouais. Effectivement. Peut-être qu'avant de terminer, on pourrait couvrir un autre sujet qui est intéressant, puis peut-être un peu moins fréquent, mais qui arrive, mais qui fait peut-être peur à certains patients, quand que l'œil est très rouge, puis qu'il y a du saignement au niveau de l'œil. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on devrait tout de suite aller voir à l'urgence ou à l'optométriste quand on a ce genre de symptômes-là? Ça fait peur, mais je crois que c'est pas si inquiétant que ça, tout dépendant des circonstances. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, l'hémorragie sous-conjonctivale qu'on appelle, c'est comme une ecchymose, mais au niveau des yeux. Ce que je dis à mes patients, ça a l'air bien paniquant parce que on voit du sang, mais c'est que quand c'est une ecchymose au niveau de la peau la recouvre, puis ça a un aspect mauve. Mais quand on regarde dans l'œil, les couches qu'il y a par-dessus, les vaisseaux sanguins qui éclatent, sont transparents. Donc, on regarde carrément du sang à travers l'œil. Mais en tant que tel, ça disparaît en maximum 1 mois. Même on parlait tantôt de chirurgie réfractive, la noduction qui est apposée sur l'œil va souvent créer. Ça peut aller jusqu'à 3 à 4 semaines avant que ça s'en aille. Mais c'est pas grave en tant que tel. C'est vraiment un ecchymose. C'est la même chose, comme je disais tantôt, si on a un bouton dans la peau, on ne va pas nécessairement voir un patient de façon urgente pour ça. Ben, c'est la même chose pour les paupières, mais c'est la même chose pour les hémorragies au niveau des yeux. C'est bien épeurant, mais c'est pas grave au niveau des yeux. Ça fait pas mal. Il ne faut pas frotter, il ne faut pas y toucher. Il n'y a pas de gouttes, il n'y a pas de médicaments utilisés. Souvent, c'est des patients, vous le savez, qui ont des problèmes de coagulation. Donc, c'est de vérifier justement la liste de médicaments, leur pression artérielle, puis tout le volet dans le fond vasculaire chez ces patients-là pour être sûr qu'il est bien contrôlé. Ça peut être des bad luck aussi, les gens qui ont forcé un petit peu trop fort, qui ont des indigestions. Ça peut être aussi des allergies, sont allés se frotter les yeux, mais c'est pas grave. OK. Puis quand c'est un objet qui a causé un trauma, oui. Ben, c'est sûr qu'effectivement, quand il y a eu un coup au niveau des yeux, si c'est mineur en tant que tel, puis il y a peu de symptômes, c'est pas grave, mais un coup à l'œil en tant que tel, ça peut créer justement de l'inflammation à l'intérieur de l'œil. C'est pas mauvais d'aller voir un optométriste. Entre autres, s'il y a des gens qui ont des corps étrangers ou aussi qui ont reçu des morceaux dans les yeux, on peut les enlever aussi. C'est un autre des services qu'on donne. S'il y a une lacération, par contre, s'il y a une coupure, il faut que ça aille à l'urgence en tant que tel. Ou les brûlures chimiques aussi, c'est préférable d'aller à l'urgence pour que ça puisse être bien neutralisé. Ils ont toutes les fiches signalétiques. Ouais, OK. Parce que dès que, dans le fond, l'œil est abîmé en soi, là, c'est mieux d'aller consulter. Mais si c'est juste rouge, très rouge, bien là, à ce moment-là, c'est... S'il n'y a pas de sensibilité à la lumière, pas de baisse de vision significative, on peut attendre que ça passe, mais ça dépend de la sévérité du coup aussi. Là. Je ne sais pas quel type de trauma. Des fois, c'est juste un ongle un peu qui a touché à l'œil, mais ça se répare assez rapidement. À ce moment-là, c'est pas nécessairement aussi grave, aussi urgent. Mais les patients, si ont des symptômes après un trauma, un coup au niveau des yeux, on vous encourage à venir nous voir là, pour être sûr que justement, il n'y a pas d'inflammation à l'intérieur de l'œil. Ouais. OK. Puis si c'est juste, par exemple, je sais pas... quelqu'un à pitchoumi, ou je sais pas. Oui, un éternuement. Ben c'est ça. Ça, c'est une autre des causes des hémorragies conjonctivales. Okay. Effectivement, c'est une bad luck, là, c'est pas grave. Est-ce que la personne, on devrait la référer puis aller qu'à consulte ou on lui dit que ça va passer? Pas vraiment. Je pense que si vous faites les bonnes recommandations comme pharmacien, ces patients-là, vous leur expliquez l'éducation, c'est suffisant selon moi. Là, même. Puis combien de temps ça peut durer, cette rougeur-là? C'est jusqu'à 3 à 4 semaines en tant que tel. Okay. Puis c'est ça souvent. Puis là, avec la COVID, on a eu la possibilité de faire des téléconsultations. Maintenant, il y a un acte de la RAMQ qui a été un code qui a été établi pour ça. Donc, des fois, si, admettons, mon horaire il est plein puis qu'il y a un patient qui appelle avec certaines plaintes comme un orgelet, qu'on peut prendre une photo puis je peux la regarder ou même l'hémorragie conjonctivale. En 2 patients, on peut appeler le patient rapidement puis leur donner les bonnes recommandations. Là, voilà. Puis la téléoptométrie, il y a un gros buzz autour de ça. Sécheresse oculaire, des consultations par téléphone pour vérifier comment se développent les symptômes. Tout ça, c'est une autre avenue, dans le fond, d'utilisation de la téléoptométrie. Wow, ben c'est le fun de savoir que c'est en cours en ce moment, mais est-ce que c'est remboursé pour certains actes? Dans les cas, justement, de consultation santé oculaire, on a un œil rouge, des choses comme ça. Si je ne peux pas voir le patient ou que je peux le faire par téléconsultation,
consultation, il y a un code de la RAMQ qu'on peut utiliser pour ça, effectivement. C'est super intéressant. Ça vous évite, ça vous donne plus de temps aussi pour voir des patients en clinique après aussi. Effectivement, quand c'est des cas plus légers, plus faciles que je peux voir en 2 patients, je peux appeler quand j'ai 2 secondes. Effectivement. Wow. Ouais. C'est super intéressant. Il y a certains patients qui apprécient justement, qui n'ont pas à se déplacer. Mais oui, c'est ça. Des fois, quand c'est juste pour un petit orgelet ou peut-être une sécheresse oculaire, que ça, tu te dis, je pourrais rester chez moi, puis ça ferait durer 5 ou 10 minutes au téléphone, ça serait réglé. Sécheresse oculaire, par contre, c'est sûr que si on va avoir une bonne évaluation, c'est sûr de venir en clinique avec un examen de la vue de routine, c'est l'idéal. Okay. Puis même plus spécialisé si c'est nécessaire dans le cas de certains patients, mais si justement c'est un œil rouge bénin ou je sais pas moi, les yeux rouges, j'ai préférence à les voir en tant que tel en clinique ou avec les symptômes qu'ils ont, là, plus descriptifs, mais les orgelets, des trucs au niveau des paupières, les hémorragies conjonctivales, ça c'est des choses où un suivi de sécheresse, on a parti un traitement, pour savoir si ça fonctionne bien au niveau des symptômes, ça c'est des avenues où est-ce que la téléoptométrie peut être utilisée en tant que telle pour rediriger dans le fond le bateau, de voir si on doit changer les molécules pour avoir un meilleur soulagement ou reconvoquer le patient pour faire des imageries, revérifier les glandes, tout ça. Okay, cool. Très intéressant. Ben, mon Dieu, merci. Je pense qu'on a fait beaucoup de sujets. C'était le fun. C'était diversifié. C'était intéressant aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Peut-être avant de terminer le balado, je pose une petite question de qu'est-ce que vous aimeriez après l'épisode que les gens retiennent de nos discussions. Peut-être un petit message clé que remporter à la maison, là, que ça serait l'important pour vous que les gens retiennent? Bien, ceux qui ont écouté le balado, justement, les recommandations par rapport aux larmes artificielles, lesquelles utiliser, puis justement d'écouter votre pharmacien quand il vous dit de ne pas utiliser le polysporin parce que c'est pas nécessairement la bonne molécule ou le bon diagnostic, de venir nous voir, qu'on est disponible pour vous. Je pense que c'est ça à retenir, mais je pense que c'est surtout le but, c'est de plus en plus, je le vois, les patients nous voient davantage comme un professionnel de la santé, puis vous aussi, vous êtes un professionnel de la santé de première ligne, donc ils ont de plus en plus confiance envers vos recommandations. Puis voilà, c'est surtout ça, je pense, la chose la plus importante à retenir au-delà des petites recommandations au niveau des yeux. Oui, bien merci beaucoup pour tous vos partages de toutes ces connaissances. C'était super intéressant. Je suis sûre qu'on va en apprendre beaucoup dans le podcast en vous écoutant. Donc, merci d'avoir accepté de participer à notre épisode. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.